La pluie a commencé à tomber juste au moment où je m'engouffrais dans le parking souterrain du cabinet comptable Preston & Howard, où je travaillais depuis 15 ans. 15 ans de matinées précoces et de nuits tardives, de saisons fiscales qui débordaient sur l'été, passés à me bâtir une réputation de professionnel que les clients réclamaient spécifiquement par son nom. Charlotte Williams, disait-il, elle nous a fait économiser une fortune sur la restructuration de nos retraites. J'ai rassemblé mon parapluie et ma serviette, celle en cuir que Riley m'avait offerte pour mon 50e anniversaire, à l'époque où il me considérait encore comme une professionnelle et non comme sa simple mère. L'ascenseur a fredonné sa mélodie familière en me transportant au 14e étage. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai vu l'assistante de Monsieur Howard attendre près de mon bureau. « Charlotte », a dit Sarah d'une voix soignée et entraînée, « Monsieur Howard aimerait vous voir. » Salle de réunion B, mes mains n'ont pas tremblé lorsque j'ai posé ma serviette. Elle ne le ferait pas. J'avais passé 3 décennies dans ce secteur, apprenant à garder un visage neutre, une voix stable et des mains immobiles. C'est une compétence que l'on développe quand on est une femme dans la finance. Ne jamais les laisser vous voir déstabiliser. La salle de réunion B avait des bails vitrés du sol au plafond donnant sur la ville. Par temps clair, on pouvait voir jusqu'au port. Aujourd'hui, les vitres étaient zébrées de pluie, estompant la silhouette de la ville en gris aquarelle. Monsieur Howard était assis en bout de table en acajou, et à côté de lui se trouvait un homme que je ne reconnaissais pas. Un jeune homme, la trentaine peut-être, avec le genre de costume coûteux qui crie « fusion d'entreprise ». « Charlotte, assieds-toi, s'il te plaît. » Monsieur Howard a désigné la chaise en face de lui. Il ne parvenait pas tout à fait à croiser mon regard. « Voici Brian Matthews, de Clearwater Financial. Ils ont acquis une participation majoritaire dans notre cabinet. » Je me suis assise, j'ai croisé les jambes et j'ai attendu. « La fusion entraîne une restructuration », a poursuivi Monsieur Howard. Il a fait glisser un dossier sur la table. « Votre poste est supprimé. Nous consolidons les rôles de consultant senior. » J'ai ouvert le dossier. Un accord de rupture. 6 mois de salaire. 90 000 $. Une clause de non-concurrence standard. Une lettre de recommandation déjà rédigée, posez-la comme un prix de consolation. Après 15 ans, ai-je dit calmement, c'est tout? Un dossier et de quoi tenir 6 mois. Brian Matthews, le requin de la finance, s'est penché en avant. Madame Williams, l'indemnité de départ est très généreuse compte tenu des circonstances. De nombreux employés reçoivent beaucoup moins. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il avait l'habitude que les gens lui soient reconnaissants. Je voyais bien qu'il avait l'habitude que les femmes, en particulier, le remercient pour des miettes. J'ai généré 4,2 millions de dollars de chiffre d'affaires pour ce cabinet l'année dernière à moi seul, ai-je dit. Mon taux de fidélisation des clients est de 98%. Je possède des certifications en droit fiscal avancé, en finance internationale et en planification successorale. Un geste généreux aurait été de me garder. Monsieur Howard a bougé inconfortablement sur sa chaise. Charlotte, j'aimerais que les choses soient différentes. Vraiment, mais les conditions de la fusion étaient non négociables. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Quand, ai-je demandé? À la fermeture des bureaux aujourd'hui. Nous aurons besoin de vos cartes d'accès, et... Je comprends le protocole. Je me suis levé en lissant ma jupe. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir comment cela fonctionne. Alors que j'atteignais la porte, Monsieur Howard m'a appelé, « Charlotte, attends. » Il a marqué une pause. « Tu es l'une des meilleures professionnelles avec qui j'ai travaillé. Cela n'a rien à voir avec tes performances. Et je t'appellerai bientôt. Il pourrait y avoir des opportunités. » J'ai hoché la tête, fermé la porte et suis retourné à mon bureau, la tête haute et les mains parfaitement stables. Ce n'est que lorsque je me suis retrouvé seul à mettre en carton 15 ans de ma vie professionnelle que je me suis autorisé à regarder mon téléphone. 3 appels manqués de James Preston, mon mentor chez Preston & Howard, bien qu'il ait pris sa retraite 2 ans plus tôt. Et un SMS, « Charlotte, appelle-moi immédiatement. Westmore Industries vient de me contacter. Ils te veulent spécifiquement, toi. » Cela pourrait être exactement ce que nous attendions. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à faire mes cartons. La pluie s'était transformée en averse torrentielle le temps que je transporte mon carton jusqu'à la voiture.
En rentrant chez moi chez Riley, devrais-je dire, même si j'y vivais depuis 5 ans, j'ai pensé à ce que James avait dit, ce que nous attendions. Depuis 3 ans, James et moi projetions discrètement de lancer notre propre cabinet de conseil. Nous avions le plan d'affaires, l'intérêt des clients, le soutien financier. Nous attendions le bon moment, que je sois prête à monter sur le devant de la scène. C'est amusant de voir comment l'univers vous force parfois la main. La maison de Riley se trouvait dans l'un de ces quartiers de banlieue où chaque pelouse a exactement la même nuance de vert et où chaque boîte aux lettres est identique. J'avais fourni l'apport de $200 000 en guise de cadeau de mariage lorsqu'il avait épousé Amber il y a 5 ans. C'était censé être un geste d'amour, pour soutenir la nouvelle vie de mon fils. En la regardant aujourd'hui à travers le pare-brise zébré de pluie, je me suis demandé quand elle avait cessé d'être un foyer. Je me suis garé dans l'allée, jamais dans le garage, qui était réservé à la BMW de Riley et à la Mercedes d'Amber, et j'ai rassemblé mon carton et ma serviette. La lumière de la cuisine était allumée. Je pouvais voir la silhouette de Riley près de l'îlot central, et Amber qui s'activait entre la cuisinière et le plan de travail. Ils étaient rentrés tôt. Évidemment. La clé a coincé dans la serrure. Elle le faisait toujours, et j'ai dû la secouer 2 fois avant que la porte ne s'ouvre. De l'eau a goûté de mon manteau sur les parquets cirés que j'avais aidé à payer pour qu'ils soient vitrifiés le printemps dernier. Riley a levé les yeux de son ordinateur portable. À côté de lui, Amber a interrompu son geste, son couteau suspendu au-dessus d'un tas de légumes. « Tu es rentré tôt », a dit Riley. Pas de « est-ce que ça va » ou de « comment s'est passée ta journée ?» Juste un constat froid et soupçonneux. J'ai posé le carton délicatement sur la console de l'entrée et j'ai suspendu mon manteau mouillé au porte-manteau. Mes doigts tremblaient légèrement à présent, alors j'ai pris mon temps, m'offrant quelques secondes supplémentaires avant de devoir prononcer les mots à voix haute. Monsieur Howard m'a appelé dans son bureau aujourd'hui, ai-je fini par dire. Le cabinet fusionne avec Clearwater Financial. Ils réduisent les effectifs. J'ai forcé ce que j'espérais ressembler à un sourire. Après 15 ans, on me remercie. Le couteau dans la main d'Amber s'est figé. L'expression de Riley est passée de la surprise à autre chose. Quelque chose qui m'a serré le cœur. Remercier, a-t-il répété lentement, en refermant brusquement son ordinateur portable. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je me suis avancé vers la cuisine, me sentant soudain très fatigué. Cela signifie que je n'ai plus de travail chez Preston & Howard. Il me donne une indemnité de départ, bien sûr. De combien? A interrompu Amber, en posant son couteau avec un soin délibéré. 6 mois de salaire, ai-je essayé de dire sur un ton léger. C'est standard, et j'ai déjà commencé à chercher d'autres opportunités. À 55 ans, je ne suis pas tout à fait prête pour la retraite. Riley s'est levé brusquement et a commencé à faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux bruns. C'était exactement ce que faisait son père lorsqu'il était agité. Et cette ressemblance m'a serré la poitrine. 6 mois, a dit Riley. C'est tout. Après 15 ans, il te jette comme un malpropre avec 6 mois de salaire. Pendant un instant, un court instant chaleureux, j'ai cru qu'il était en colère pour moi. J'ai cru qu'il était outré de la façon dont j'avais été traité. Ce moment a duré exactement 2 secondes. Avant de continuer, je dois vous demander, d'où nous écoutez-vous? Et si cette histoire résonne en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible ou sous-estimé, n'hésitez pas à vous abonner car j'ai quelque chose d'encore plus puissant à partager avec vous demain. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ça. Maintenant, revenons à l'histoire. Et pour le remboursement du prêt immobilier, a continué Riley, sa voix montant d'un ton. Les impôts fonciers doivent être payés en janvier. Les prêts étudiants d'Amber. Nous avions un plan, maman. Tu étais censé continuer à travailler jusqu'à ce que j'ai fini de rembourser ma dette d'école de médecine. L'air a semblé quitter la pièce d'un coup. J'ai fixé mon fils, cet homme adulte que j'avais élevé seul après la mort de son père dans cet accident de voiture il y a 10 ans. Ce garçon pour qui j'avais cumulé 3 emplois afin qu'il puisse participer à des programmes d'été coûteux. Cet adolescent à qui j'avais donné des cours de calcul et de chimie à la table de la cuisine jusqu'à minuit. Ce jeune homme dont j'avais corrigé les candidatures aux écoles de médecine et dont j'avais discrètement payé les frais de scolarité pour qu'il ne soit pas écrasé par les dettes. Je n'ai pas planifié de perdre mon travail, Riley, ai-je dit doucement. Amber a repoussé ses cheveux blonds lisses derrière son oreille et m'a lancé un regard patient, explicatif,
de la manière dont on parlerait à un enfant qui ne suit pas tout à fait. Personne ne planifie ces choses, Charlotte, a-t-elle dit. But les personnes responsables s'y préparent. As-tu de l'épargne? Des investissements? Quelque chose que nous pourrions utiliser pour traverser cette tempête? L'ironie de sa question m'a presque fait rire. Si seulement elle savait pour les comptes à mon nom, les investissements que je bâtissais depuis 30 ans, les biens immobiliers en centre-ville, le portefeuille qui générait plus de dividendes mensuels que ce que Riley gagnait en un trimestre. Mais j'ai gardé un visage soigneusement neutre. J'ai un peu d'épargne, ai-je dit. Assez pour me maintenir à flot le temps de trouver un autre poste. Riley a arrêté sa marche. Pour toi? Et pour nous, maman? L'accord a toujours été que tu aides pour les dépenses de la maison. C'était le marché quand tu as emménagé ici. Quand tu m'as demandé d'emménager, ai-je corrigé gentiment. Après la mort de ton père, tu as insisté pour que je vende ma maison. Ce minuscule 2 pièces est intervenu Amber. Charlotte, tu n'aurais pas pu entretenir cet endroit toute seule. Nous te rendions service. J'ai regardé autour de moi cette grande cuisine avec ses comptoirs en marbre et ses appareils haut de gamme. La cuisinière viking pour laquelle j'avais fait des recherches et que j'avais recommandé. Le dosseret en carrelage de métro que j'avais aidé à installer un week-end pendant que Riley était à une conférence médicale. Sur le plan de travail, à moitié caché sous un torchon, je pouvais voir le coin d'une facture d'hôpital. 8500 $. Et à côté, un relevé de prêt. La d'école de médecine de Riley, toujours à 280 000 $ malgré 5 ans de versement. Je comprends votre inquiétude, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Je trouverai un autre travail aussi vite que possible. Et en attendant, a insisté Riley, sa voix prenant ce ton sec qu'il adoptait lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Quel est ton plan exact d'ici là? Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était de James Preston. Charlotte, Westmore Industries te propose un poste de consultante privée avec prise de fonction immédiate. Le salaire serait le double de ce que tu gagnais. Appelle-moi. Mon cœur s'est emballé en lisant le message, mais j'ai rangé le téléphone sans répondre. Quelque chose dans le ton de Riley, dans le regard calculateur d'Amber tandis qu'elle m'observait, m'a fait hésiter. Pendant 15 ans chez Preston & Howard, j'avais été l'experte, la stratège, la personne à qui l'on confiait des millions. Pendant 5 ans dans cette maison, j'avais été celle qui signait sagement les chèques, la contributrice régulière, celle qui permettait au foyer de tourner. Peut-être était-il temps qu'ils apprennent à quoi ressemblait la vie sans cette sécurité. J'ai des options, ai-je dit évasivement. Je vais trouver une solution. Riley et Amber ont échangé un regard. Toute une conversation s'est déroulée entre eux dans ce silence, une conversation qui m'excluait complètement. Puis Riley s'est retourné, son expression soigneusement adoucie pour simuler de l'inquiétude. « Maman » a-t-il dit d'une voix plus douce. « Tu as toujours été. Eh bien, terrible avec l'argent. Papa s'occupait de tout quand il était en vie, et je t'ai aidé à gérer les choses après sa mort. » Il a tendu la main comme pour me toucher le bras, mais s'est ravisé. Je ne pense pas que tu te rendes compte de la gravité de la situation. Une bouffée d'indignation m'a traversé, chaude et vive. J'étais comptable depuis plus de 30 ans. J'avais géré des portefeuilles de plusieurs millions de dollars pour des entreprises du Fortune 500. J'avais une licence de CPA et un MBA de la Harvard Business School obtenue en cours du soir, ainsi que des certifications en planification financière avancée. Mais à la maison, j'avais joué un autre rôle. La veuve légèrement démunie qui avait besoin d'aide pour équilibrer son chéquier. La mère qui ne comprenait pas tout à fait les stratégies d'investissement. La femme qui dépendait de son fils si compétent. Cela avait permis à Riley de se sentir utile, important. Après avoir perdu son père si soudainement, si violemment, cela lui avait redonné un semblant de contrôle. Ce simulacre d'incompétence de ma part avait été un cadeau pour lui, un cadeau qu'il utilisait maintenant comme une arme. J'apprécie ton inquiétude, ai-je dit prudemment. Mais je m'en sortirai. Amber s'est penchée en avant, ses ongles parfaitement manucurés posés sur le marbre. Charlotte, nous avons réfléchi. Ma mère a mentionné que la résidence pour seniors Sunrise Senior Living cherchait une coordinatrice d'activité. Le salaire n'est pas extraordinaire, mais ils fournissent le logement et les repas. Ce pourrait être parfait pour toi le temps de te remettre sur pied.
Je l'ai dévisagé. Vous voulez que je travaille comme coordinatrice d'activité dans une maison de retraite? C'est une résidence pour seniors, a corrigé Amber poliment. Et oui, je pense que cela fait tout à fait sens. Tu as toujours été doué avec les personnes âgées, et cela résoudrait le problème du logement. Quel problème de logement, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Riley s'est raclé l'agorgement. Nous ne pouvons pas nous permettre de te loger gratuitement, maman. Pas avec les prêts étudiants d'Amber. Pas avec ma dette d'école de médecine. Pas avec. Il s'est arrêté, regardant Amber. Nous essayons de fonder une famille, a fini par dire Amber à sa place. Les traitements de fertilité coûtent à eux seuls $15 000 par cycle. Si tu ne contribues pas financièrement, tu ne peux pas rester ici. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée. J'ai pensé à toutes les nuits passées à aider Riley à réviser ses examens de médecine. Aux heures supplémentaires que j'avais accumulées pour payer son premier cycle universitaire. Aux cotisations de retraite que j'avais sacrifiées pour qu'il puisse intégrer l'école de médecine de son choix. À la maison que j'avais vendue, celle qu'Amber qualifiait de minuscule, celle dont j'étais entièrement propriétaire pour pouvoir donner à Riley l'apport de cette maison. Et maintenant, au premier signe montrant que je pourrais avoir besoin de soutien en retour, ils cherchaient le moyen le plus pratique de m'exclure de leur vie. Je vois, ai-je dit, ma voix étonnamment calme malgré la tempête qui grondait en moi. Et de combien de temps disposais-je pour prendre d'autres dispositions? Amber a regardé Riley. Il a changé d'appui. Eh bien, idéalement, a commencé Amber. Nous avons déjà appelé Sunrise, a coupé Riley. Ils ont un poste vacant qui commence la semaine prochaine. La directrice est une amie des parents d'Amber. Elle a dit qu'elle accélérerait ton dossier. La semaine prochaine? Il me voulait parti dans une semaine. J'ai hoché la tête lentement, gagnant du temps pour assimiler l'information. C'est très efficace de votre part. Nous essayons simplement d'être pragmatiques, Charlotte, a dit Amber, reprenant la découpe de ses légumes. Tu as toujours appris à Riley l'importance de planifier à l'avance. En effet. Planifier à l'avance était exactement ce qui m'avait poussé à épargner et à investir prudemment au fil des ans. Planifier à l'avance était la raison pour laquelle je n'avais jamais parlé à Riley du fonds fiduciaire que son grand-père lui avait laissé, que j'avais discrètement fait fructifier de 100 000 à près de $400 000. Planifier à l'avance était la raison pour laquelle James Preston et moi avions passé des années à élaborer un plan d'affaires, attendant le bon moment pour lancer notre propre cabinet. Planifier à l'avance était la raison pour laquelle j'avais plus de $3 millions d'actifs dont ni Riley ni Amber ne soupçonnaient l'existence. Vous avez raison, ai-je dit, me forçant à sourire. Planifier à l'avance est essentiel. Je vous remercie de vous soucier de moi. Les épaules de Riley se sont relâchées, un soulagement visible envahissant son visage. Nous tenons à toi, maman. Nous devons juste être réalistes face à notre situation. Bien sûr, ai-je acquiescé, me tournant pour quitter la cuisine. Je devrais probablement commencer mes cartons. Maman, m'a appelé Riley, d'une voix plus douce, presque tendre. Je sais que cela semble dur, mais c'est pour le mieux. Tu verras. Sunrise est vraiment un endroit agréable. Je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte, regardant une dernière fois mon fils et sa femme dans leur cuisine luxueuse, dans cette maison que je les avais aidés à acheter, en train de planifier ma disparition rapide de leur quotidien. Oui, ai-je dit doucement. Je crois bien que je verrai. Au cours des 2 jours suivants, je me suis déplacé dans la maison comme un fantôme, emballant mes affaires avec une précision méthodique. Riley et Amber semblaient prendre mon acceptation calme pour un accord total. Ils ont même commencé à se montrer magnanimes. Tu peux stocker des cartons dans le garage, m'a proposé Amber au petit déjeuner jeudi matin. Et tu devrais venir dîner quand tu veux, a ajouté Riley. Ce n'est pas comme si nous te coupions de nos vies, maman. Juste de leur maison, de leur budget et de leur chemin. J'ai souri, je les ai remerciés et j'ai continué à faire mes bagages. Jeudi après-midi, alors que Riley était à l'hôpital et Amber au travail, je me suis assise dans ma chambre, la chambre d'amis. En réalité, bien que j'y eusse vécu pendant 5 ans, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le portail bancaire s'est chargé, affichant des chiffres que je regardais depuis 3 décennies mais dont je n'avais jamais parlé à personne, hormis James et mon conseiller financier. Compte courant, $847 000. Portefeuille d'investissement, $2 134 000.
Biens immobiliers, 3 propriétés d'une valeur totale d'environ 890 000 $. Revenu mensuel de dividendes, 8400 $. J'avais construit cela lentement, soigneusement. Une partie provenance de mon salaire. Les comptables des grands cabinets gagnent bien leur vie, en particulier les consultants seniors qui apportent de gros clients. Une autre partie provenance de l'héritage que ma tante Lilian m'avait laissé à sa mort il y a 8 ans. Je l'avais investi pendant la crise de 2008, quand tout était sous-évalué, et cela avait considérablement augmenté. Mais l'essentiel provenance simplement du fait que j'étais doué dans ce que je faisais et que j'avais vécu en dessous de mes moyens pendant 30 ans. Alors que mes collègues achetaient des voitures de luxe et des résidences secondaires, je conduisais une Honda de 10 ans d'âge et prenais des vacances modestes. Alors que d'autres femmes de mon âge dépensaient des milliers de dollars en vêtements et bijoux, je faisais mes achats chez Nordstrom Rack et ne possédais que 3 beaux bijoux, mon alliance, les perles de ma mère et la montre que Riley m'avait offerte pour mes 50 ans. Je ne m'étais pas privé. J'avais construit ma sécurité, ma liberté, et la vie que j'étais enfin sur le point de revendiquer. J'étais encore en train de regarder l'écran lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix résonnaient dans le hall, celle d'Amber et celle d'une autre femme, plus âgée, impérieuse. Patricia Parker, la mère d'Amber. J'ai refermé l'ordinateur portable, pris une grande inspiration, puis une autre, et je suis descendu. Patricia se tenait dans le hall, vêtue d'un trench Burberry, un dossier cartonné à la main. Elle a fait une bise rapide à Amber, puis s'est tournée vers moi avec ce genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. « Charlotte » a-t-elle dit. « J'ai appris la triste nouvelle concernant ton emploi. Quel mauvais timing, alors que Riley et Amber essaient d'avoir un bébé. »« Bonjour, Patricia » ai-je répondu calmement. « Entrez donc. » Nous nous sommes installés dans le salon, moi dans le fauteuil, Patricia et Amber sur le canapé. Patricia a posé le dossier sur la table basse entre nous comme une offrande. J'ai pris la liberté de récupérer des documents auprès de Sunrise Senior Living, a-t-elle dit. La directrice est une vieille amie. Quand j'ai appris ta situation, j'ai pensé qu'il serait utile de lancer les démarches. Je n'ai pas fait un geste vers le dossier. C'est très attentionné de votre part. Patricia s'est adossée, croisant les jambes avec un geste qui transmettait à la fois l'élégance et le dédain. Charlotte, j'espère que tu ne m'en voudras pas d'être directe, mais à ton âge et dans cette conjoncture économique, les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. J'apprécie votre intérêt, ai-je dit. Bien que je ne sois pas sûr d'avoir le profil idéal pour un poste de coordinatrice d'activité. Eh bien, a dit Patricia avec un léger rire, je ne suis pas sûr de ce que tu as d'autre comme option. Le marché du travail pour les femmes de plus de 50 ans est très difficile, surtout pour celles sans compétences spécialisées. J'ai senti Amber s'agiter inconfortablement à côté de sa mère. En fait, maman, a dit doucement Amber. Charlotte travaille chez Preston & Howard depuis 15 ans. Elle doit avoir des compétences considérables. Dans un secteur en déclin, a coupé Patricia. Ma chère, la comptabilité s'automatise de plus en plus. Il y a une raison pour laquelle les cabinets réduisent leurs effectifs. Elle s'est tournée de nouveau vers moi. Le poste à Sunrise inclut le logement, Charlotte. Compte tenu de tes ressources limitées, c'est extrêmement précieux. Mes ressources me concernent, ai-je dit calmement. Le sourire de Patricia s'est crispé. Bien sûr, mais tu vis ici depuis 5 ans, dépendante de la générosité de Riley et d'Amber. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que cette situation n'est plus tenable. Maman, a commencé Amber, mais Patricia a levé la main. Ma chérie, je sais que tu veux aider Charlotte. Tu as un cœur d'or, mais Riley et toi devez penser à votre propre avenir, à votre propre famille. Elle m'a fixé intensément. Les traitements de fertilité sont coûteux. Chaque dollar compte. J'aurais pu lui dire à ce moment-là. J'aurais pu mentionner les biens immobiliers, le portefeuille d'investissement, l'opportunité commerciale qui n'attendait qu'un coup de fil de ma part. J'aurais pu observer son visage se décomposer à mesure qu'elle réalisait à quel point ses suppositions étaient erronées. Au lieu de cela, j'ai souri et j'ai dit, vous avez tout à fait raison, Patricia. L'avenir de Riley et d'Amber est ce qui importe le plus. Elle a semblé satisfaite, pensant probablement que j'acceptais son plan. Merveilleux, a-t-elle dit, poussant le dossier vers moi. La directrice attend ton appel demain. Je serais désolé que tu rates cette chance, Charlotte.
Tu ne rajeunis pas, et les postes de ce genre, avec logement inclus, sont très rares pour les femmes dans ta situation. Après son départ, Amber s'est attardée dans le salon pendant que je parcourais les papiers. Le poste payait 32 000 $ par an, à peine au-dessus du salaire minimum. Le logement était un studio de 35 mètres carrés dans l'aile du personnel. Les tâches comprenaient l'organisation de parties de loto, l'animation d'ateliers de bricolage et, oui, l'aide aux résidents pour les repas et certains soins personnels. Un travail honnête, respectable, mais qui ne demandait absolument rien des compétences que j'avais passé 30 ans à développer. Charlotte, a dit doucement Amber. Si tu ne veux vraiment pas faire ça. Quelles sont mes alternatives, ai-je demandé sans lever les yeux des documents. Elle est restée silencieuse un moment. Je l'ignore, mais ma mère peut être très directive. Tu n'as pas à te laisser pousser vers quelque chose dont tu ne veux pas. J'ai alors levé les yeux vers elle. Amber semblait sincèrement mal à l'aise, son assurance habituelle légèrement fissurée. Ta mère essaie d'aider à sa façon, ai-je dit. Nous allons faire une courte pause ici car ce qui va suivre va tout changer. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été dans une situation où les gens vous ont sous-estimé? Ou quelqu'un a pensé savoir de quoi vous étiez capable pour finalement se tromper complètement? Laissez un commentaire, je les lis tous. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment, car l'histoire de demain va vous couper le souffle. Très bien, revenons à Charlotte. Ce soir-là, après que Riley et Amber se furent couchés, je me suis assise dans ma chambre et j'ai enfin appelé James Preston. Il a répondu dès la première sonnerie. Charlotte, enfin. Je commençais à croire que tu m'évitais. Ces derniers jours ont été un peu compliqués, ai-je dit à voix basse. Comment Riley prend-il la nouvelle pour ton travail? J'ai hésité. James connaissait Riley depuis qu'il avait 12 ans, avait assisté à sa remise de diplôme au lycée, envoyé un cadeau somptueux pour son mariage et avait toujours parlé affectueusement du fils de Charlotte. Pas très bien, ai-je admis. En fait, lui et Amber m'ont suggéré de prendre un poste dans une maison de retraite, logement et repas inclus. Il y a eu un lourd silence à l'autre bout du fil. Puis James a dit très prudemment, « S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. » Malheureusement non. S'en est suivi une série de jurons particulièrement colorés, tous adressés au caractère, à l'intelligence et à l'éducation de mon fils. Quand James s'est enfin calmé, il a dit, « Bon, cela règle la question. Tu viens travailler avec moi, c'est définitif. Est-ce que tu leur as parlé de nos projets? » Non, ai-je dit lentement. Et je ne vais pas le faire, du moins pas tout de suite. Tu veux leur donner une leçon? Je veux qu'ils voient qui je suis vraiment, ai-je corrigé, pas la personne qu'ils ont décidé que j'étais. James est resté silencieux un instant. C'est bien juste. Quand peux-tu commencer? Que dis-tu de lundi? Parfait. Je préparerai les contrats. Il s'est arrêté. Charlotte, je sais que ce n'est pas ce que tu avais prévu, mais je suis ravi. Nous en parlons depuis 3 ans. Ça se concrétise enfin. Après avoir raccroché, j'ai rouvert mon ordinateur et commencé à chercher des appartements. Pas n'importe lesquels. J'ai fait défiler les annonces du Riverside Grand, l'immeuble résidentiel le plus exclusif de la ville, le quartier même où Patricia et David Parker vivaient dans leur vaste demeure coloniale. J'ai cliqué sur l'annonce d'un penthouse, 3 chambres, baie vitrée, vue panoramique sur la ville. 10 000 $ par mois. 5 ans plus tôt, l'idée de dépenser autant en loyer m'aurait angoissé. Mais 5 ans plus tôt, je jouais encore le rôle de la veuve économe et prudente qui devait surveiller chaque centime. Je n'étais plus cette femme. J'ai rempli un formulaire de contact et cliqué sur envoyer. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné, affichant un numéro de New York. Madame Williams, ici Tara du Riverside Grand. Je vois que vous êtes intéressée par le Penthouse 42. Quand souhaiteriez-vous planifier une visite? Demain après-midi, à 14 h, ai-je dit. Parfait. Tout sera prêt. En raccrochant, j'ai croisé mon regard dans le miroir de ma chambre. Les mêmes cheveux bruns parsemés de fils d'argent. Le même visage, peut-être un peu plus marqué qu'avant, mais c'était bien moi. Sauf que quelque chose avait changé dans mes yeux. Pour la première fois depuis 10 ans, peut-être plus, je ressemblais à quelqu'un qui savait exactement qui elle était. Vendredi après-midi, je me suis rendu au Riverside Grand.
Le bâtiment était encore plus impressionnant en vrai que sur les photos, du verre et de l'acier rutilant, un portier portant de véritables gants blancs et un hall qui ressemblait à celui d'un hôtel 5 étoiles. Tara, l'agent immobilier, était une jeune femme élégante de près de 30 ans qui a semblé brièvement surprise lorsque je suis descendu de ma Honda Accord. « Madame Williams ?» a-t-elle demandé, s'attendant manifestement à voir arriver quelqu'un dans un véhicule plus onéreux. « C'est bien moi », ai-je dit avec un sourire. Sa surprise a immédiatement disparu, remplacée par une chaleur professionnelle. « Merveilleux. Laissez-moi vous montrer le Pentouse 42. Je pense que vous allez l'adorer. » Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Il s'ouvrait directement sur un palier privé. Tara a déverrouillé les doubles portes et j'ai pénétré dans le plus bel espace qu'il m'ait été donné de voir. La lumière du soleil inondait les baies vitrées, illuminant des parquets et des comptoirs en quartz. Le salon était immense, doté d'une cheminée et de bibliothèques encastrées. La cuisine offrait des appareils haut de gamme et un îlot central pouvant accueillir 6 personnes. La chambre principale possédait un dressing plus grand que ma chambre actuelle chez Riley. Et la vue, mon Dieu, la vue. La ville entière s'étendait devant moi comme une promesse. L'immeuble comprend un service de conciergerie 24 heures sur 24, une salle de sport et une terrasse sur le toit, a expliqué Tara en me faisant visiter. Les résidents du Pentouse ont également accès à un espace de réception privé et à des réservations de tables prioritaires au restaurant de l'immeuble. Je me suis tenu près de la fenêtre, contemplant cette ville dans laquelle j'avais travaillé pendant 30 ans mais que je ne m'étais jamais vraiment autorisé à apprécier. « Quelle est la durée du bail ?» ai-je demandé. « En général d'1 an, mais nous sommes flexibles. Premier et dernier mois de loyer, plus un dépôt de garantie. » Je me suis tourné vers elle. « Et si je voulais payer 1 an d'avance ?» Tara a scié. « Je vous demande pardon ? 1 an d'avance. Serait-ce possible ? Oui, ce serait tout à fait acceptable, mais Madame Williams, cela représente 120 000 $. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et ouvert mon application bancaire. Je peux vous faire parvenir un chèque de banque lundi matin. Cela vous conviendrait-il ? Tout le comportement de Tara a changé. Soudain, je n'étais plus la femme qui conduisait une Honda Accord. J'étais une cliente sérieuse disposant de fonds importants. Ce serait parfait, a-t-elle dit, son sourire s'élargissant. Laissez-moi vous chercher les documents. 20 minutes plus tard, j'avais signé le bail et planifié la remise du chèque. Le Pentouse serait prêt pour le déménagement vendredi prochain, dans exactement 1 semaine. Un timing parfait. En rentrant chez Riley, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années, peut-être des décennies. J'avais passé tant de temps à me faire petite, à me fondre dans l'espace que les autres m'allouaient. J'en avais fini de me rétrécir. En arrivant, j'ai trouvé Amber seule dans la cuisine, pâle et fatiguée. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai remarqué qu'elle avait pleuré. « Charlotte » a-t-elle dit en essuyant rapidement ses yeux. « Je ne t'ai pas entendu entrer. »« Est-ce que ça va ?» ai-je demandé en posant mon sac. Elle a laissé échapper un rire niais. Ma mère a appelé 3 fois. Elle veut s'assurer que je gère la situation de Charlotte de manière appropriée. Amber a fait des guillemets avec ses doigts. Apparemment, te permettre de rester au-delà de la semaine prochaine reviendrait à encourager de mauvaises décisions. Je n'ai rien dit, j'ai attendu. Je ne. Amber s'est arrêtée, puis a repris. Charlotte, je sais que nous t'avons demandé de partir, et je sais que cette histoire de Sunrise n'est pas idéale, mais je veux que tu saches que je ne te pense pas incapable. Je ne te considère pas comme un fardeau. Juste comme le problème de Riley à résoudre, ai-je demandé doucement. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Ça ne l'est pas ? Amber est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, ma mère a des opinions très arrêtées sur la façon dont les choses doivent être faites. En grandissant, j'ai appris que s'opposer à elle était épuisant. C'est plus facile de simplement se plier à ses exigences. Même quand tu sais qu'elle a tort. Même dans ce cas. Amber m'a regardé droit dans les yeux. Est-ce que c'est terrible ? C'est humain, ai-je répondu. Mais Amber, à un moment donné, tu devais décider si rendre ta mère heureuse est plus important que de faire ce qui est juste. C'est ce que tu as fait avec Riley ? La question m'a prise au dépourvu. Je pensais faire ce qui était juste, ai-je dit lentement. Après la mort de Michael, Riley était tellement perdu.
L'aider, le laisser se sentir utile. Cela me semblait être la chose la plus bienveillante à faire. Et maintenant, je me demande si la bienveillance sans honnêteté est réellement bienveillante. Samedi soir, Riley est rentré de l'hôpital épuisé. Il avait cumulé les gardes toute la semaine, en partie par manque d'effectifs, mais aussi, je m'en doutais, pour éviter d'être à la maison lors des discussions difficiles. Amber avait commandé de la nourriture thaïlandaise. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, cette même table où nous avions partagé des centaines de repas au cours des 5 dernières années, et Riley a fini par aborder le sujet délicat. « Maman » a-t-il dit, remuant ses nouilles dans son assiette. Amber et moi avons discuté. Nous avons décidé de prolonger ton délai. J'ai posé ma fourchette. Ah bon? Tu peux rester jusqu'à la fin du mois si tu as besoin de plus de temps pour accepter le poste à Sunrise. La magnanimité de leur offre aurait été risible si elle n'avait pas été si exaspérante. C'est très généreux, ai-je dit. Amber a regardé Riley, puis moi. As-tu eu l'occasion d'appeler la directrice? Ma mère a mentionné qu'elle te réservait le poste, mais elle doit avoir une réponse d'ici lundi. J'ai bu une gorgée d'eau, rassemblant mes pensées. Je ne prends pas ce poste, ai-je dit finalement. La fourchette de Riley a heurté son assiette dans un bruit sec. Quoi? Maman, nous en avons parlé. C'est idéal, un logement, un revenu stable, une communauté. C'est idéal pour ce dont vous pensez que j'ai besoin, ai-je dit calmement. Pas pour ce dont j'ai réellement besoin. Et de quoi as-tu besoin exactement, a demandé Amber d'une voix tendue. Parce que de là où je me trouve, tu as besoin d'un travail et d'un endroit où vivre, et on t'offre les deux. On m'a offert la solution la plus pratique à votre problème, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. Riley s'est levé brusquement, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. Notre problème? Maman, c'est ton problème. Tu as perdu ton travail. Tu n'as pas d'épargne. Comment sais-tu ce que j'ai, les jeux interrompus? La question est restée en suspens. A bafouillé Riley. Après la mort de papa, nous avons tout passé en revue ensemble. Les comptes bancaires, les assurances. Je t'ai aidé à établir un budget, tu te souviens. Tu as vu un seul compte bancaire, ai-je dit. Tu as vu le compte que j'utilisais pour payer les factures courantes. Tu as supposé que c'était tout ce que je possédais. Amber s'est penchée en avant. Charlotte, qu'es-tu en train de dire? Tu as d'autres comptes? Je me suis levé pour débarrasser mon assiette et mes couverts. Ce que je dis, c'est que pendant 10 ans, je vous ai laissé faire des suppositions sur ma vie, mes compétences et mes ressources. C'était mon erreur, et je ne la commettrai plus. C'est ridicule, a dit Amber, sa voix montant d'un ton. Si tu as un compte d'épargne secret avec quelques milliers de dollars, c'est formidable, mais cela ne change rien au fond du problème. Tu as perdu ton travail. Tu dois en trouver un autre. Et en attendant, tu as besoin d'un endroit abordable où vivre. Tu as raison, ai-je acquiescé. J'ai besoin d'un endroit où vivre, c'est pourquoi j'ai loué un pantouse au Riverside Grand. J'emménage vendredi prochain. Le silence qui a suivi était assourdissant. Riley a parlé le premier. Le Riverside Grand? Mais... as-tu la moindre idée de ce que coûtent ces appartements? C'est plus de 10 000 dollars par mois. Je sais, ai-je dit. J'ai payé 1 an d'avance. Le chèque sera remis lundi. Le visage d'Amber était devenu livide. 120 000 dollars, Charlotte. C'est. Tu ne peux pas avoir cette somme. Je l'ai, ai-je dit simplement. Et c'est réglé. Je me suis dirigé vers l'évier pour rincer mon assiette, sentant leur regard fixé sur mon dos. Où as-tu trouvé cet argent? A demandé Riley d'une voix blanche. Je me suis retourné pour lui faire face. Je l'ai gagné. Je l'ai épargné et je l'ai investi, de la même manière que je le fais depuis 30 ans. C'est impossible, a soufflé Amber. Si tu avais cet argent, tu ne serais pas resté ici à payer une partie de notre prêt comme un cas social. Elle s'est arrêtée, mais le mal était fait. Comme un cas social, ai-je terminé pour elle. Tu as raison. Je ne l'aurais pas fait. Mais je ne vivais pas ici parce que j'en avais besoin, Amber. Je vivais ici parce que Riley me l'a demandé. Parce qu'après la mort de son père, il ne voulait pas que je sois seul. Du moins,
c'est ce qu'il disait. Riley s'est effondré sur sa chaise, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Je ne comprends pas, a-t-il dit doucement. Pendant toutes ces années, tu m'as laissé croire. Tu m'as laissé gérer tes finances, te donner des conseils. Je t'ai laissé te sentir utile, ai-je dit. Après la mort soudaine de ton père, tu te noyais. Prendre soin de moi t'a donné un but, et j'ai pensé. Ma voix s'est brisée. J'ai pensé que c'était ce dont tu avais besoin, ce dont nous avions besoin tous les deux. Alors tu as menti, a dit Riley d'un ton plat. Je t'ai permis de croire ce que tu voulais croire, ai-je corrigé. Il y a une différence. Amber s'est levée brusquement. J'ai besoin d'air. Elle est sortie par la porte arrière et je pouvais la voir faire les 100 pas dans le jardin, son téléphone collé à l'oreille, appelant probablement sa mère. Riley et moi sommes restés dans la cuisine, des années de malentendus pesant lourdement entre nous. Combien, a-t-il fini par demander. Combien d'argent as-tu réellement? J'aurais pu lui donner le montant exact. J'aurais pu lui exposer l'ensemble de mon portefeuille, mes avoirs, l'opportunité d'affaires qui attendait mon appel. Au lieu de cela, j'ai dit, assez. J'ai toujours eu assez, Riley. Son visage s'est décomposé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Quand aurais-je dû te le dire? Quand tu m'expliquais comment équilibrer un chéquier? Quand tu m'aidais à mettre en place mes prélèvements automatiques? Quand tu me conseillais sur ma retraite? J'ai secoué la tête. Tu ne m'as jamais posé la question, Riley. Tu as supposé, et je t'ai laissé faire. Alors, c'est ma faute, sa voix s'est élevée. J'essayais de t'aider. Est-ce que c'était vraiment le cas, ai-je demandé doucement. Ou essayais-tu de te prouver que tu étais l'homme que ton père était? Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste, a-t-il chuchoté. Peut-être pas, ai-je admis. Mais c'est la vérité. Et Riley, je t'aime. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus jouer ce rôle pour toi. Je ne peux plus prétendre être moins que ce que je suis pour que tu te sentes plus grand. Je l'ai laissé dans la cuisine et je suis monté dans ma chambre. Mon téléphone vibrait de messages, probablement de James, mais je les ai ignorés pour commencer à sortir mes valises du placard. J'avais une semaine pour emballer 5 ans de ma vie. 7 jours avant de redevenir pleinement la femme que j'étais censé être. L'hôtel Somerset m'a donné l'impression de pénétrer dans un autre monde. J'y ai pris une chambre le samedi soir, une semaine avant que mon Penthouse ne soit disponible, et j'ai demandé une suite d'angle avec vue sur le parc. Le jeune homme à la réception a à peine jeté un regard à ma Honda de 10 ans avant de me tendre ma carte d'accès. Passez un excellent séjour, Madame Williams. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ma suite était plus grande que ma chambre chez Riley, un lit king size avec des draps en coton égyptien, une salle de bain en marbre avec baignoire. Et de grandes baies vitrées encadrant les lumières de la ville. J'ai commandé un service d'étage à un velouté de homard et une salade César et j'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée sans que personne ne me demande de passer le sel ou de débarrasser la table. Mon téléphone vibrait sans cesse. Riley avait appelé 6 fois, Amber 4. J'ai lu leur message mais je n'ai pas répondu. De Riley, maman, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Maman, je m'inquiète pour toi. Où loges-tu? Riley, c'est puéril. Décroche, s'il te plaît. De Amber, Charlotte. Riley est vraiment bouleversé. Peux-tu au moins nous dire si tu es en sécurité? J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de nuit et j'ai fait couler un bain à la place. Il y aurait du temps pour les discussions plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin de me rappeler ce qu'était le silence, ce qu'était la paix. Ce que c'était d'être Charlotte Williams, et non la mère de Riley, la veuve de Michael ou l'invité serviable. Juste moi. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des années. Dimanche matin, j'ai retrouvé James pour le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Il était déjà là à mon arrivée, lisant le Wall Street Journal, ses lunettes de lecture posées sur le nez. Charlotte Williams, a-t-il dit en levant les yeux avec un large sourire. Tu t'es mise sur ton 31. J'ai ri. J'avais mis l'une de mes plus belles tenues, une robe bleu marine ajustée et un collier de perles. Ce n'était pas encore la transformation finale, mais c'était un pas dans la bonne direction. C'est incroyable ce qui se passe quand on arrête de s'habiller pour passer inaperçu,
ai-je dit en m'asseyant en face de lui. James m'a observé par-dessus le rebord de sa tasse de café. Tu sembles différente. Plus légère. Je me sens différente, ai-je avoué. C'est curieusement libérateur d'arrêter de prétendre être moins que ce que l'on est. Tu l'as dit à Riley? Je leur ai montré le bail du Pentouse et j'ai mentionné que j'avais des ressources. Je n'ai pas partagé les détails. James a ri doucement. Comment a-t-il réagi? À peu près comme on s'y attend, choc, confusion, colère. Les étapes habituelles quand on réalise que toutes nos certitudes étaient fausses. Nous avons passé l'heure suivante à revoir les contrats et à discuter de nos premiers clients. Westmore Industries avait déjà signé, ainsi que 2 autres grandes entreprises du portefeuille de James. Les revenus prévus pour notre première année étaient vertigineux, plus du double de ce que je gagnais chez Preston & Howard. C'est la bonne décision, ai-je dit en signant le document d'accord final qui officialisait notre partenariat. Même si je dois admettre que je ne m'attendais pas à lancer une nouvelle entreprise à 55 ans. James a levé sa tasse pour un toast improvisé. Au nouveau départ, quel que soit l'âge. Et au fait de sortir enfin de l'ombre, ai-je ajouté. Nos tasses se sont entrechoquées et j'ai ressenti un élan d'excitation que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de réussite. C'était le fait d'être enfin reconnu pour ce que j'étais vraiment. Lundi matin, je suis retourné chez Riley pour finir mes cartons. J'avais soigneusement choisi mon heure, arrivant à 9h quand je savais que Riley et Amber seraient au travail. Sauf que Riley n'était pas au travail. Je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, toujours en pyjama, fixant une tasse de café refroidi depuis longtemps. Il a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai été frappé par sa mine affreuse, des cernes sombres sous les yeux, mal rasés, les cheveux ébouriffés comme s'il y avait passé ses mains toute la nuit. Tu devrais être à l'hôpital, ai-je dit en posant mon sac. Je me suis fait porter pâle, a-t-il répondu d'une voix sourde. Nous devons parler. J'ai hoché la tête lentement et j'ai pris place en face de lui. Très bien, parlons. Pendant un long moment, il s'est contenté de me regarder. Vraiment regarder, comme s'il observait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. J'ai passé la nuit debout, a-t-il dit enfin, à réfléchir à tout ce que tu as dit. Au fait que je ne t'ai jamais posé de questions, que j'ai simplement supposé. Il a marqué une pause. Et tu as raison. Je n'ai jamais posé de questions. J'ai juste pris le contrôle. Riley, non. Laisse-moi finir. Il a pris une inspiration tremblante. Après la mort de papa, tout m'a semblé hors de contrôle. Une minute il était là, à se disputer avec moi pour des bêtises, et la minute d'après il n'était plus là. Parti. Et toi, tu semblais si perdu, maman. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais en deuil, ai-je dit doucement. Ce n'est pas la même chose. Je le sais maintenant. Mais à 22 ans, je l'ignorais. J'ai pensé. Sa voix s'est brisée. J'ai pensé que si je pouvais gérer les choses, si je pouvais tout organiser et garder le contrôle, alors rien d'autre de grave n'arriverait. Si je gérais tes finances, tes factures, ta vie, alors je pouvais te protéger. Oh, Riley. Alors, j'ai regardé ton compte bancaire, celui que tu utilisais pour les factures courantes, j'ai vu qu'il était modeste et je me suis dit, elle a besoin de moi. Elle ne peut pas s'en sortir seule. Et cela m'a permis. Il s'est arrêté, luttant contre ses larmes. Cela m'a permis de me sentir comme le fils de mon père, comme l'homme de la famille. J'ai tendu la main à travers la table et pris la sienne. Tu avais 22 ans et tu étais traumatisé. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Mais tu m'as laissé faire, a-t-il dit en retirant sa main. Pendant 10 ans, tu m'as laissé croire que je gérais ta vie alors qu'en réalité, tu gérais la mienne. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? C'était la question que je me posais depuis vendredi soir. Parce que tu en avais besoin, ai-je dit simplement. Après la mort si soudaine de ton père, tu avais besoin de contrôler quelque chose. Et je pensais sincèrement que te laisser m'aider était la chose la plus bienveillante à faire. Cela t'a donné un but quand tu avais perdu le tien. C'est de la manipulation, maman. Peut-être, ai-je admis. Ou peut-être que c'était une mère essayant de donner à son fils ce dont il avait besoin, même au détriment de sa propre authenticité. Je ne suis toujours pas sûr. Riley s'est levé brusquement et a recommencé à arpenter la pièce,
avec ce même mouvement nerveux que j'avais observé vendredi soir, ce geste que faisait son père. Et maintenant? Tu emménages dans ton pantouse et nous. Quoi? On fait comme si rien ne s'était passé? Non, ai-je dit fermement. Nous reconnaissons ce qui s'est passé. Nous en tirons des leçons et nous construisons quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-il avoué d'une voix basse. Je ne sais pas comment être ton fils si je ne m'occupe pas de toi. Alors nous le découvrirons ensemble, ai-je dit. Mais Riley, je veux que tu comprennes une chose. Je ne t'exclus pas de ma vie. Je change simplement les termes de notre relation. Je ne peux plus être la mère dépendante. J'ai besoin d'être une femme indépendante avec sa propre vie, sa propre carrière et ses propres priorités. Il a arrêté sa marche et m'a regardé. Et si je n'y arrive pas? La question m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. Alors j'en serai désolé, ai-je dit doucement. Mais je ne recommencerai pas à faire semblant. Pas même pour toi. Après mon départ, n'emportant que ce qui pouvait tenir dans ma voiture et promettant de revenir plus tard pour le reste, Riley a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il est parti à la recherche de la vérité. Je le sais parce qu'Amber m'a appelé ce soir-là, la voix tremblante. Charlotte, qu'as-tu dit à Riley? Il est enfermé dans son bureau depuis des heures. Il ne me parle pas, il ne mange pas. Il fouille. Il fouille partout. Des vieux dossiers, des documents, des photos. Il a même appelé la banque pour poser des questions sur les comptes à ton nom. Elle a marqué une pause. Charlotte, qu'est-ce qu'il va trouver? La vérité, ai-je dit. Toute la vérité. Du point de vue de Riley, la première chose que j'ai trouvée a été son profil LinkedIn. Je n'avais jamais pensé à regarder auparavant. Pourquoi l'aurais-je fait? Maman n'était pas sur les réseaux sociaux. Elle utilisait à peine ses emails en dehors des communications de base. Sauf qu'elle était sur LinkedIn et que son profil était impressionnant. Charlotte Williams, CPA, MBA, associée principale chez Williams & Preston Financial Consulting, anciennement consultante senior chez Preston & Howard Accounting. Elle avait lancé une entreprise. En moins d'une semaine, elle avait créé sa propre structure. J'ai cliqué sur la section des recommandations, des dizaines de commentaires rédigés par des personnes portant des titres de directeurs financiers ou de directeurs généraux. L'analyse de Charlotte sur la structure de notre fonds de pension a permis à notre entreprise d'économiser 4,2 millions de dollars dès la première année. Travailler avec Charlotte Williams a été une expérience transformatrice. Ses compétences en matière d'optimisation fiscale sont sans égales. J'ai travaillé avec des dizaines de consultants financiers. Charlotte joue dans sa propre catégorie. Je me suis adossé, la tête me tournant. Ce n'était pas la femme qui avait besoin de mon aide pour équilibrer son chéquier. C'était quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai cherché les registres de propriété. 3 biens immobiliers au nom de Charlotte Williams. Le 342 Riverside Drive, appartement 4200 Le Pantouse qu'elle venait de louer. Non, attendez. Elle possédait l'immeuble du 1547 Market Street, propriété commerciale, et le 890 Lexington Avenue, propriété commerciale. J'ai fait le calcul. Une estimation prudente évaluait ses biens à près d'1 million de dollars. Puis j'ai trouvé l'article de journal datant de 2018, une comptable locale reçoit le prix d'excellence des CPA. Il y avait une photo d'elle, portant une robe élégante que je ne lui avais jamais vue, acceptant un prix sur scène. Son sourire était confiant, fier. Elle semblait tout à fait à sa place. L'article la citait, l'éducation financière est synonyme d'autonomie. Quand les gens comprennent leurs ressources, ils comprennent leurs choix. Mon but a toujours été de donner ce pouvoir à mes clients. Quand avait-elle prononcé ce discours? En 2018? J'ai essayé de me souvenir de cette année-là. Nous vivions ensemble depuis déjà 3 ans. Avait-elle mentionné ce prix? Avais-je seulement posé des questions sur sa journée, ou étais-je trop occupé à lui expliquer comment fonctionnaient les comptes de retraite pour remarquer qu'elle était déjà une experte? J'ai continué à chercher. Son parcours universitaire, un MBA de la Harvard Business School. Un programme d'études du soir à Harvard achevé en 2012. C'était l'année où j'avais commencé l'école de médecine, l'année où je pensais qu'elle faisait des heures supplémentaires pour m'aider à payer mes frais de scolarité. Elle faisait effectivement des heures supplémentaires, mais pas pour la raison que je croyais.
À minuit, j'avais reconstitué un portrait de ma mère qui ne ressemblait en rien à la femme que je pensais connaître. Amber m'a trouvé à 2 heures du matin, entouré de documents imprimés. Riley, viens te coucher. Savais-tu qu'elle a un MBA de Harvard? Ai-je demandé sans ranger mes papiers. Quoi? Harvard Business School? Elle l'a obtenu pendant que j'étais en école de médecine. Je vivais avec elle à l'époque. Comment ai-je pu ne pas savoir qu'elle allait à Harvard? Amber s'est assise lentement. Peut-être que tu ne prêtais pas attention. Je l'ai regardée, et quelque chose dans son visage m'a arrêté. Tu savais. Tu savais qu'elle était plus que ce qu'elle paraissait. Je m'en doutais, a admis Amber. De petits détails. La façon dont elle expliquait des concepts financiers complexes quand elle pensait que personne n'écoutait. Les livres dans sa bibliothèque, théories comptables avancées, produits financiers dérivés. Je lui ai posé la question une fois. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle aimait continuer à apprendre. Je n'ai pas insisté. Amber a baissé les yeux vers ses mains. Je pense que je ne voulais pas savoir. Parce que si ta mère était en réalité brillante et indépendante, alors ce que nous faisions la mettre à la porte, lui proposer un emploi au salaire minimum devenait inacceptable au lieu d'être simplement pragmatique. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Inacceptable. C'est ce que nous avions fait à ma mère, la femme qui m'avait élevé seule, qui avait tout payé, qui avait bâti un empire discret pendant que je pensais lui apprendre à faire un budget. Je dois la voir, ai-je dit. Elle est à l'hôtel Somerset. J'ai appelé plus tôt, mais... Riley, Amber m'a retenu par le bras. N'y va pas en colère. N'y va pas avec un sentiment de supériorité. Si tu dois lui faire face, assume d'abord ce que nous avons fait. Je n'y suis pas allé cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai continué mes recherches. Dans un carton de vieux dossiers que mon père avait laissé et que maman avait conservé, j'ai trouvé un journal. Le journal de mon père datant de l'année précédant sa mort. J'ai failli ne pas le lire. Les journaux intimes me semblaient sacrés, et mon père était mort depuis 10 ans. Au final, j'ai ouvert ces pages. Les premières traitaient de banalité, le travail, le stress, ses scores de golf, ses réflexions sur la retraite. Puis j'ai trouvé ce passage, daté de 6 mois avant l'accident, nouvelle dispute avec Charlotte à propos d'argent aujourd'hui. Elle veut donner $10 000 à une œuvre de charité, un refuge pour femmes. Je lui ai dit absolument pas. Nous avons besoin de cet argent pour les études de Riley. Elle a pris cet air qu'elle prend quand elle me ménage, et a dit qu'elle y réfléchirait. Le problème, c'est que Charlotte ne comprend rien à l'argent. Ça n'a jamais été le cas. Elle gagne convenablement sa vie dans ce cabinet comptable, mais elle n'a aucune notion de planification à long terme. Si je ne gérais pas nos finances, nous serions ruinés. Parfois, je me demande ce qui se passerait si je n'étais pas là pour m'occuper de tout. Elle dépenserait probablement tout pour de bonnes causes et finirait sans le sou. Heureusement que Riley tient de moi. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Puis j'ai tourné les pages et trouvé un autre passage écrit 2 mois plus tard, j'ai contracté une deuxième hypothèque pour aider l'entreprise de mon frère. Je ne l'ai pas dit à Charlotte, cela l'inquiéterait inutilement. $50 000 à un taux de 7%. Jim me jure qu'il me remboursera d'ici 1 an. Charlotte n'a pas besoin de le savoir, à moins que les choses tournent mal. Mes mains tremblaient à présent. Les choses avaient mal tourné. L'entreprise de l'oncle Jim avait fait faillite, et mon père était mort avant d'avoir pu redresser la situation. Ce qui signifiait que maman avait découvert l'existence de cette deuxième hypothèque après sa disparition. J'ai feuilleté jusqu'à la dernière page écrite la veille de sa mort, Charlotte a découvert pour l'emprunt. Elle est furieuse. Dit que je n'avais pas le droit de risquer notre maison sans lui en parler. Dit qu'elle gère des comptes d'investissement dont j'ignore l'existence, qu'elle s'est constitué un portefeuille depuis des années. Je ne la crois pas. Elle essaie probablement juste de me faire culpabiliser pour avoir aidé Jim. Nous avons eu une dispute terrible. Je suis parti pour me calmer. Quand je rentrerai, je la ramènerai à la raison. Elle a besoin de moi pour gérer les choses. Ça a toujours été le cas. Il n'est jamais revenu. Il a pris la voiture en colère. Il a conduit trop vite, sans attacher sa ceinture. Une plaque de verglas, un poteau, et tout s'est arrêté. Et j'avais passé 10 ans à croire mon père quand il disait que maman ne comprenait rien à l'argent.
10 ans à la traiter comme si elle était impuissante. 10 ans à agir exactement comme lui. J'ai refermé le journal, posé ma tête entre mes mains et pleuré pour la première fois depuis ses funérailles. Mardi après-midi, alors que je rencontrais notre premier client officiel dans les bureaux de Williams & Preston, Patricia Parker prenait un café avec les membres de son club de lecture. L'une des femmes a mentionné nonchalamment « Avez-vous vu la nouvelle locataire du Penthouse 42 au Riverside Grand ?» C'est le nom de Charlotte Williams qui figure sur l'interphone. La tasse de Patricia s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. « Je vous demande pardon ? Qui ? Charlotte Williams. Je l'ai vue dans le hall hier. Une femme très élégante, la fin de la cinquantaine. Le concierge était aux petits soins avec elle. Patricia a posé sa tasse avec précaution. Le Penthouse du Riverside Grand coûte plus de 10 000 $ par mois. Oh, je sais. Mon cousin l'a visité l'année dernière, il ne pouvait pas se le permettre malgré son salaire de chirurgien. La femme a ri. Cette Charlotte Williams doit avoir très bien réussi. Patricia s'est éclipsée pour appeler immédiatement Amber. Est-ce que la mère de Riley vit au Riverside Grand, a-t-elle exigé. Maman, je ne sais pas, le Penthouse, Amber. Quelqu'un vient de me dire que Charlotte Williams est inscrite sur l'interphone du Penthouse 42. Il y a eu un long silence. Puis Amber a dit doucement, oui. Comment est-ce possible? Tu m'as dit qu'elle avait perdu son travail. Tu m'as dit qu'elle n'avait pas d'épargne. Nous nous sommes trompés, a dit Amber. Sur beaucoup de choses. 1 heure plus tard, Patricia se présentait à mon bureau. Mia, ma nouvelle assistante, une jeune femme brillante que James m'avait recommandée, m'a appelé sur l'interphone. Madame Williams, une certaine Patricia Parker souhaite vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste. J'ai soupiré. Faites-la entrer. Patricia a pénétré dans mon bureau paré de tous ses attributs, tailleur Chanel, talons de créateur, brushing parfait. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de l'incertitude. Charlotte, a-t-elle dit. Nous devons parler. J'ai désigné le fauteuil en face de mon bureau. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle s'est assise, observant la pièce, la vue d'angle, le bureau en acajou, les diplômes encadrés au mur, ma licence de CPA, mon diplôme de MBA de Harvard, mon prix d'excellence de 2018. C'est une structure impressionnante que vous avez là, a-t-elle dit enfin. Merci. James et moi sommes ravis de la rapidité avec laquelle les choses se sont mises en place. James Preston, votre associé. Ce n'était pas une question. C'est exact. Patricia est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, je vous dois des excuses. De tout ce que je m'attendais à l'entendre dire, ce n'était assurément pas cela. J'ai fait des suppositions sur vous, a-t-elle continué. Des suppositions terribles, condescendantes, et j'ai poussé ma fille et mon gendre à agir en conséquence. Elle a baissé les yeux vers ses mains. J'ai eu tort. Oui, ai-je acquiescé. Vous avez eu tort. Elle a légèrement tressailli, mais n'a pas cherché à contester. Puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit? À aucun d'entre nous? Si vous aviez tout cela. Elle a désigné le bureau d'un geste de la main. Cette autre vie, pourquoi nous avoir laissé penser que vous étiez en difficulté? C'était la question de la semaine. Parce que Riley avait besoin de croire qu'il prenait soin de moi, ai-je dit. De remettre en question cette croyance me donnait l'impression de l'abandonner. Il avait perdu son père si brusquement. Lui permettre de m'aider, même si je n'en avais pas besoin, me semblait être la chose la plus bienveillante à faire. Mais ce n'était pas bienveillant, a dit Patricia. Pas vraiment. C'était de la complaisance. J'y ai réfléchi. Peut-être. Ou peut-être que c'était simplement une mère qui aimait son fils de la meilleure façon qu'elle connaissait. Patricia a gardé le silence un moment, puis elle a ajouté quelque chose qui m'a surprise, je comprends cette impulsion, plus que vous ne le pensez. Je ne l'ai jamais dit à personne, a murmuré Patricia. Mais mon père était David Parker Senior. Le fondateur de Parker Industries. J'ai hoché la tête. Je connaissais l'histoire, du moins la version officielle. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que j'ai travaillé chez Parker Industries pendant 10 ans avant la mort de mon père. J'avais un diplôme de commerce de Cornell.
J'avais aidé à développer 3 de nos gammes de produits les plus rentables. Quand mon père est tombé malade, j'ai bêtement supposé que je serais envisagée pour le poste de directrice générale. Elle a fait entendre un rire amer. Le conseil d'administration a donné le poste à mon frère cadet. David Junior avait un diplôme de sociologie et aucune expérience en affaires, mais c'était un homme. J'ai essayé de l'aider, de le guider. Il a dit au conseil d'administration que j'étais hystérique et trop émotive. En l'espace de 5 ans, il a coulé Parker Industries. Je l'ai observé attentivement. Cette vulnérabilité ne ressemblait en rien à la Patricia condescendante que j'avais connue. J'ai essayé d'intervenir, a-t-elle poursuivi. J'ai présenté un plan de restructuration au conseil d'administration. Ils m'ont remercié pour ma contribution et n'ont rien fait. L'entreprise a fait faillite. Ma famille a tout perdu, pas seulement l'argent, mais notre héritage. Et j'ai appris une leçon douloureuse, les femmes compétentes font peur. Qu'il est plus sûr de se faire petite, de cacher ses capacités, de laisser les hommes se sentir supérieurs, même s'ils ne le sont pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Quand je vous ai vu feindre d'avoir besoin de l'aide de Riley, j'ai pensé que vous étiez intelligente, que vous jouiez le jeu de la même façon que je l'avais appris. Puis vous avez cessé de faire semblant, et je vous ai détesté pour cela. Pourquoi? Parce que vous avez prouvé que les femmes n'ont pas à choisir entre la compétence et l'amour. Que nous pouvons être brillantes, réussir et être tout de même aimées par nos familles. Elle a essuyé ses larmes. J'ai passé 30 ans à enseigner à Amber que les apparences comptent plus que les capacités, que préserver le confort des hommes est plus important que d'être soi-même. Et maintenant, je la regarde se préparer à devenir mère, terrifiée à l'idée qu'elle devienne comme moi. Cette confession flottait entre nous. Patricia, ai-je dit doucement, il n'est pas trop tard pour changer. Vraiment? J'ai 62 ans. J'ai construit toute mon identité sur le fait d'être Madame David Parker. Je ne sais même pas qui je suis en dehors de cela. Alors il est peut-être temps de le découvrir. Elle a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage maquillé avec soin. Comment? Par quoi commencer? J'ai réfléchi un instant. Je prends la parole lors d'un sommet sur le leadership féminin le mois prochain. Aimeriez-vous m'accompagner? Un sommet sur le leadership féminin? Charlotte, je n'ai pas de carrière. Je n'ai d'expertise en rien, si ce n'est pour organiser des dîners mondains et gérer du personnel de maison. Vous avez l'expérience d'une vie, ai-je dit. Vous avez passé 30 ans à regarder des femmes compétentes se rabaisser pour se faire accepter. C'est une expertise, Patricia. Une expertise douloureuse, mais une expertise malgré tout. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a hoché la tête. J'aimerais beaucoup. Merci. Après son départ, je me suis assise à mon bureau, songeant à toutes ces femmes qui partageaient l'histoire de Patricia. À toutes celles qui avaient appris à cacher leur lumière. À celles qui la cachaient encore. Cette entreprise que James et moi bâtissions ne pouvait pas se contenter de générer des profits ou de servir des clients. Elle devait porter un projet plus grand. Elle devait être synonyme de visibilité. Mercredi soir, Riley m'a appelé. Maman, pouvons-nous nous voir, s'il te plaît? J'ai besoin de te parler. Nous nous sommes mis d'accord pour nous retrouver le jeudi matin en terrain neutre, dans un café du centre-ville. Il était déjà là à mon arrivée, assis à une table d'angle devant 2 tasses de café intactes. Il avait l'air encore plus éprouvé que le lundi précédent. J'ai trouvé le journal de papa, a-t-il dit avant même que je ne m'assoie. Mon cœur a manqué un battement. Oh. Je sais pour la 2e hypothèque. Je sais pour la dispute que vous avez eue la veille de sa mort. Je sais tout. Sa voix s'est brisée. Je sais tout. Je me suis assise lentement. Riley. Savais-tu que je me suis disputé avec lui aussi, ce soir-là? Il ne me regardait pas, fixant sa tasse. Il est rentré en colère après votre dispute. Il a commencé à se plaindre que tu ne comprenais rien à l'argent, que tu essayais de contrôler des choses qui te dépassaient. Et je t'ai défendu. Tu l'as fait? Je lui ai dit que tu n'étais pas impuissante, que tu m'avais élevée, que tu avais payé les factures et géré la maison, et que peut-être il devrait t'écouter au lieu de te rejeter. Les mains de Riley tremblaient. Il est devenu furieux. Il a dit que je ne comprenais rien, qu'en grandissant je verrais que les femmes ont besoin d'être guidées. Nous nous sommes hurlés dessus. Il est parti en trombe.
Riley, tu ne peux pas t'en vouloir pour cela. 1 heure plus tard, il était mort. Riley a enfin levé les yeux vers moi, le regard rougi. Pendant 10 ans, j'ai porté cette culpabilité. Je me disais que si j'avais gardé la bouche fermée, si j'avais simplement été d'accord avec lui, il ne serait pas parti en colère. Il serait encore en vie. Ma gorge s'est serrée. Oh, mon chéri. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. L'accident de ton père était juste cela, un accident. Le verglas, la vitesse, le fait qu'il ne portait pas sa ceinture. Rien de tout cela n'était de ta faute. Mais j'ai passé 10 ans à essayer de réparer cela, a-t-il dit. À essayer d'être le fils qu'il voulait, à essayer de te protéger comme il le faisait. Et ce faisant, je suis devenu exactement comme lui. J'ai été l'homme qui a nié tes compétences, qui t'a traité comme si tu ne pouvais pas t'en sortir seul, qui t'a fait te sentir petite. Tu ne m'as pas fait me sentir petite, ai-je dit doucement. J'ai choisi de me faire petite. C'était ma décision, Riley, pas la tienne. Mais pourquoi? Si tu savais ce dont tu étais capable, si tu avais tout cela. Il a fait un geste vague. Cette réussite, cet argent et ces compétences, pourquoi m'avoir laissé te traiter comme si tu étais impuissante? J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Parce qu'après la mort de ton père, tu étais brisé. Et j'ai cru, je pensais sincèrement que t'autoriser à m'aider te permettrait de guérir. Que te sentir utile te donnerait un but. Je me suis trompé. J'aurais dû te montrer que j'étais forte et t'aimer quand même. J'aurais dû t'apprendre que l'amour et le respect vont de pair. Je ne sais pas comment réparer cela, a chuchoté Riley. Je ne sais pas comment être ton fils si je ne m'occupe pas de toi. On apprend, ai-je dit simplement. Tu apprends à me respecter en tant que personne, pas seulement en tant que mère. Tu apprends à voir mes capacités comme des atouts, pas comme des menaces. Tu apprends que je n'ai pas besoin que tu gères ma vie. J'ai simplement besoin que tu en fasses partie. Il a hoché la tête lentement. Pouvons-nous repartir à zéro? Sans effacer le passé, mais en construisant quelque chose de nouveau. Oui, ai-je dit. J'aimerais beaucoup. Nous sommes restés ainsi un moment, nous tenant la main de part et d'autre de la table, 2 personnes se voyant enfin clairement pour la première fois depuis une décennie. 2 semaines plus tard, je me tenais dans mon pantouse entièrement meublé, élégant et chaleureux d'une manière que je ne m'étais jamais autorisé auparavant, me préparant pour ma première réception officielle. La liste des invités était restreinte mais prestigieuse, James Preston et sa femme, Thomas Westmore, le PDG de Westmore Industries, et sa compagne, ainsi que 3 autres partenaires commerciaux. Et, après une hésitation, j'avais ajouté Riley et Amber. Leur confirmation était revenue rapidement, nous serions honorés d'être présents. Merci de nous avoir invités. Riley. La formulation solennelle en disait long sur leur embarras et sur le soin avec lequel ils abordaient cette nouvelle dynamique, mais ils avaient accepté. Et c'était déjà un début. Vers 19 h, les traiteurs s'étaient installés, le pantouse étincelait et un fond de jazz résonnait doucement. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe de cocktail vert émeraude que je n'aurais jamais portée dans mon ancienne vie. Trop voyante, trop affirmée, trop révélatrice de ma féminité et de ma réussite. Trop tout. Mais je n'étais plus, trop. J'étais exactement moi. James et sa femme Margaret sont arrivés les premiers. Charlotte, a dit Margaret en m'embrassant sur la joue. Cet endroit est magnifique, et toi aussi. Elle a raison, a ajouté James. J'ai travaillé avec toi pendant 15 ans et je ne t'ai jamais vu aussi épanoui. Je me sens enfin moi-même, ai-je admis. Les Westmore sont arrivés ensuite, suivis des autres invités. Bientôt, l'appartement s'est rempli de discussions sur les tendances du marché, les stratégies d'investissement et les opportunités commerciales. Je me déplaçais dans mon espace avec une assurance naturelle, échangeant sur des concepts financiers complexes avec les décideurs de la ville. C'était ce que j'étais. C'était celle que j'avais toujours été. La sonnette a retenti à 19 h 30. Je savais qui c'était. Riley et Amber se tenaient sur le palier, vêtus de leurs habits de fête, l'air visiblement intimidé. Riley tenait un paquet cadeau. « Maman » a-t-il dit d'une voix un peu serrée. « Tu es magnifique. » « Merci » ai-je répondu en m'effaçant pour les laisser entrer. « Je suis ravi que vous soyez venus. » Les yeux d'Amber se sont agrandis en découvrant l'espace élégant,
les invités distingués, la réussite manifeste qui se dégageait des lieux. Charlotte, a-t-elle murmuré. C'est incroyable. Ils m'ont tendu le paquet. Je l'ai déballé et j'ai découvert un magnifique album photo relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient des clichés retraçant plusieurs décennies, rient les bébés, les vacances en famille, les photos d'école, les remises de diplômes, jusqu'aux dernières fêtes de fin d'année. Nous avons pensé que tu aimerais avoir ces souvenirs pour ton nouvel appartement, a expliqué Amber. Pour que tu te sentes chez toi. J'ai effleuré les pages, sincèrement touché. Merci. C'est parfait. Riley s'est raclé la gorge. Maman, pourrions-nous nous parler en privé? Je l'ai conduit dans mon bureau, une pièce que j'avais aménagée avec des étagères du sol au plafond, un bureau ancien et l'ensemble de mes diplômes et distinctions encadrés. Des objets que j'avais cachés pendant des années. Riley s'est arrêté au milieu de la pièce, tournant lentement sur lui-même. Je n'ai jamais su que tu avais tout cela. Le diplôme de Harvard, la licence de CPA, les prix d'excellence. Tu ne m'as jamais demandé de les voir, ai-je dit doucement. Et je ne les ai jamais proposés. Il a hoché la tête. J'ai beaucoup pensé à papa, à moi, à la façon dont je t'ai traité. Il a pris une inspiration. Je veux te présenter mes excuses. De vraies excuses, pas un simple pardon. Je t'écoute. Quand tu as perdu ton travail, ma première pensée n'a pas été de m'inquiéter pour toi. J'ai paniqué en pensant à la façon dont cela affecterait mon budget, mes projets, ma vie. Il a secoué la tête. Ce n'est pas l'homme que tu m'as appris à être. Non, ai-je convenu doucement. Ça ne l'est pas, je veux comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment je suis devenu quelqu'un capable de regarder sa propre mère et de voir un fardeau plutôt qu'une personne. Je me suis approché de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. J'ai ma part de responsabilité dans tout cela, Riley. Pendant des années, je t'ai laissé croire que j'avais besoin de ton aide. Je me suis faite plus petite pour que tu puisses te sentir plus grand. Ce n'était juste pour aucun de nous. Mais pourquoi? Parce qu'après la mort de ton père, t'occuper de moi semblait te donner un but. Tu te noyais dans le chagrin et la culpabilité, et gérer mes finances te donnait un sentiment de contrôle. Et j'avais peur que si tu savais que je n'avais pas besoin d'aide, tu n'aies plus besoin de moi. Riley a secoué la tête vigoureusement. C'est absurde. Tu es ma mère. J'aurai toujours besoin de toi. Mais pas pour tenir mes comptes, ai-je dit. Pas pour me protéger du monde. Tu as besoin que je sois ta mère, un être humain imparfait mais honnête, pas que je joue un rôle pour préserver ton confort. Il est resté silencieux un long moment. Alors, on fait quoi maintenant? On reconstruit, ai-je dit. Une relation d'égal à égal, entre deux adultes qui respectent l'indépendance et les compétences de l'autre. Ce ne sera plus comme avant, mais ce sera sans doute bien meilleur. J'aimerais beaucoup, a-t-il dit doucement. Vraiment. 3 semaines plus tard, je me tenais dans les toilettes de la grande salle de bal, ajustant ma robe de soirée bleu nuit et tentant de calmer les battements de mon cœur. La cérémonie des prix d'excellence financière était l'un des événements les plus prestigieux de notre secteur. Être nominé était un honneur. Y assister me semblait irréel. À travers la porte, j'entendais le brouhaha des conversations des 300 professionnels de la finance réunis pour l'occasion. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Riley, nous sommes là, assis avec James et les Westmore. Tu vas assurer, maman. J'ai souri. Riley et Amber étaient présents, tout comme James et Thomas Westmore. Et, à ma grande surprise, Patricia et David Parker avaient également fait le déplacement. Patricia m'avait appelé 2 jours auparavant, Charlotte, j'ai appris que vous étiez honorée au prix d'excellence. David et moi aimerions beaucoup y assister, si vous le permettez. Je leur avais envoyé des invitations. La cérémonie a débuté à 19h précise. J'ai pris place à notre table, Riley d'un côté, James de l'autre. Les premiers prix ont été décernés, innovation bancaire, gestion des risques exceptionnels. Puis le présentateur s'est approché du micro. Notre prochaine catégorie récompense les approches innovantes en matière de gestion des fonds de pension. Ces stratégies renforcent la sécurité à long terme tout en optimisant les rendements actuels. Mon cœur battait à tout rompre. Les nominés sont. Il a lu 4 noms, dont le mien. Sur les écrans géants de part et d'autre de la scène,
de courtes présentations de chaque nominé sont apparues. Quand mon tour est venu, j'ai entendu un léger soupir de surprise derrière moi. Charlotte Williams, Williams & Preston Financial Consulting, anciennement consultante senior chez Preston & Howard, CPA, MBA de la Harvard Business School, spécialisation en stratégies fiscales avancées et restructuration des retraites. L'écran affichait une photo professionnelle prise la semaine précédente, sereine, confiante, à l'opposé de l'image que ma famille avait eue de moi jusqu'ici. Et le gagnant est. Le présentateur a ouvert l'enveloppe avec une lenteur théâtrale. Charlotte Williams, du cabinet Williams & Preston Consulting. La salle a éclaté sous les applaudissements. Je me suis levé, Riley à mes côtés, sa main posée sur mon épaule. « Vas-y, maman » a-t-il chuchoté. Je me suis dirigé vers la scène, les jambes un peu tremblantes, j'ai accepté le trophée en cristal et me suis tenu derrière le pupitre. 300 personnes me regardaient. C'était le moment pour lequel je m'étais inconsciemment préparé toute ma vie. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé, merci. Ce prix représente bien plus qu'une réussite professionnelle. Il représente un choix. J'ai aperçu Patricia dans le public, attentive. Pendant trop longtemps, j'ai choisi la sécurité plutôt que l'authenticité, l'acceptation plutôt que l'excellence, le fait d'être utile plutôt que d'être pleinement connu. J'ai vu le visage de Riley, ému et fier. Je me suis faite plus petite pour préserver le confort des autres. J'ai caché mes compétences parce que j'avais peur d'être perçue comme trop forte, trop indépendante, trop menaçante pour les égos fragiles. Amber avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Mais voici ce que j'ai appris, quand on choisit de devenir invisible, on ne se fait pas seulement du mal à soi-même. On prive également les autres de notre force. Chaque fille qui a besoin de voir des mères capables. Chaque fils qui doit apprendre que l'amour et le respect ne s'excluent pas mutuellement. Chaque femme qui pense devoir choisir entre sa famille et son épanouissement personnel. La salle était plongée dans un silence absolu. Ce soir, je me tiens devant vous en tant que Charlotte Williams, consultante financière, chef d'entreprise, diplômée de Harvard, millionnaire, mais aussi mère, amie et mentor. J'ai brandi le trophée. Ceci représente 30 ans d'une expertise que j'ai passé une décennie à dissimuler. J'en ai fini de me cacher. J'en ai fini de m'excuser. J'en ai fini de me faire petite. J'ai regardé directement Riley. And à mon fils, que j'aime au-delà de tout, tu n'avais pas besoin d'une mère qui dépende de toi. Tu avais besoin d'une mère qui te montre que la force prend plusieurs formes, y compris celle d'assumer exactement qui l'on est, sans excuse. Les applaudissements ont commencé lentement, puis la salle entière s'est levée pour une ovation debout. En quittant la scène, le trophée à la main, j'ai senti une libération profonde m'envahir. Ce n'était pas seulement de la fierté ou de la validation, c'était quelque chose de bien plus grand. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais pleinement, authentiquement visible, et je savais que je ne retournerais plus jamais dans l'ombre. Le lendemain matin de la cérémonie, mon téléphone n'a cessé de vibrer, des demandes d'interview pour Bloomberg Business Week, Forbes et 3 revues financières locales, des invitations à donner des conférences, de nouvelles demandes de clients. Et un message de Riley qui m'a fait sourire, « Maman, j'ai regardé la vidéo de ton discours une 50aine de fois hier soir. Je suis fier de toi, et je suis désolé qu'il ait fallu un prix public pour que je te voie enfin tel que tu es. On se fait un brunch ce dimanche ? Juste nous deux. » J'ai répondu, dimanche à 11h. Viens chez moi, et viens seul. Le reste de la matinée s'est déroulé à un rythme effréné, entre appels et emails. À midi, j'avais accepté 3 conférences, 2 interviews et programmé des réunions avec 5 nouveaux clients potentiels. James m'a appelé à 14h, hilar. Tu as regardé notre site internet ? Non, pourquoi ? Nous avons reçu 47 demandes de consultation depuis ton discours d'hier soir. Quelqu'un a partagé la vidéo sur LinkedIn et elle est devenue virale. Charlotte, nous allons devoir embaucher du personnel. Je me suis assise lourdement dans mon fauteuil. 47 requêtes ? Et ce n'est qu'un début. Le téléphone ne s'arrête pas de sonner. Il a marqué une pause. Qu'est-ce que ça fait ? J'y ai réfléchi. Pendant 30 ans, j'avais été excellente dans la discrétion, performante derrière des portes closes. À présent, les projecteurs étaient braqués sur moi et tout le monde pouvait voir qui j'étais réellement. C'est terrifiant, ai-je admis, et tellement juste. Le dimanche matin est arrivé sous un ciel limpide,
accompagné d'une fraîcheur annonçant l'hiver. J'avais préparé un brunch tout simple, du pain perdu, des fruits frais et du bon café. Le genre de repas sans prétention que nous partagions quand Riley était enfant, avant que les choses ne se compliquent. Riley est arrivé à 11 heures précises, un bouquet de roses blanches à la main. « C'est pour toi », a-t-il dit. Je sais que des fleurs ne réparent rien, mais... Elles sont magnifiques, merci. Nous nous sommes installés à la table près de la fenêtre, la ville s'étendant à nos pieds. Pendant quelques minutes, nous avons mangé en silence, un peu intimidés. Finalement, Riley a posé sa fourchette. « Je vois un thérapeute », a-t-il dit brusquement. Depuis la cérémonie. Depuis que j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé. Je l'ai regardé avec surprise. C'est une excellente chose, Riley. Vraiment. La docteure Sarah Mitchell m'a conseillé quelqu'un, un spécialiste des dynamiques familiales et du deuil. Il a pris une inspiration. Je lui ai tout dit, la mort de papa, la culpabilité que j'ai portée, la façon dont je t'ai traité. Et qu'a-t-il dit? Que je vivais sous l'emprise d'un traumatisme depuis 10 ans. Qu'à la mort de mon père, mon cerveau a décidé que le seul moyen de ne plus rien perdre était de contrôler tout ce qui m'entourait, à commencer par toi. Il semblait si jeune à cet instant, malgré ses 32 ans. C'était encore mon petit garçon, luttant contre une douleur trop lourde à porter seul. Riley, tu avais 22 ans quand ton père est mort. Tu n'étais encore qu'un enfant. J'étais assez grand pour me comporter différemment, a-t-il rétorqué. Assez grand pour écouter plutôt que pour diriger. Ses yeux ont croisé les miens. Maman, je veux que tu saches que ma façon de te traiter n'avait rien à voir avec celle que tu es réellement. C'était uniquement lié à mes propres peurs et à mon besoin de contrôle. Je le sais maintenant, ai-je dit doucement. Et je sais aussi que j'y ai contribué. J'aurais dû fixer des limites, t'imposer de me voir tel que je suis. Au lieu de cela, j'ai joué le jeu parce que c'était plus simple que d'affronter ta détresse. Pourquoi as-tu fait ça, a-t-il demandé. Vraiment? Je sais que tu dis que c'était pour m'aider, mais il doit y avoir autre chose. Je me suis levé pour aller vers la fenêtre, rassemblant mes idées. Après la mort de ton père, je me noyais moi aussi dans le chagrin, ai-je murmuré. Mais je ne pouvais pas le montrer. Tu avais besoin que je sois forte, stable, le roc auquel t'accrocher. Alors j'ai enfoui ma propre souffrance et je me suis concentré sur la tienne. Ce n'est pas sain, maman. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est ce que font les mères, parfois. Nous faisons passer les besoins de nos enfants avant les nôtres, même quand nous ne devrions pas. Je me suis tourné vers lui. Et dans tout cela, j'ai commencé à m'oublier. La professionnelle accomplie s'est effacée derrière la maman de Riley. L'experte financière est devenue la veuve incapable d'équilibrer ses comptes. J'ai oublié qui était Charlotte Williams en dehors de son rôle de protectrice. Les yeux de Riley étaient humides. Je t'ai volé cela. Non, ai-je répliqué fermement. Je te l'ai offert de mon plein gré, même si c'était maladroit. Tu étais un adolescent en deuil. J'étais l'adulte. La responsabilité m'incombait. Alors nous avons tous les deux échoué. Oui, ai-je convenu en revenant m'asseoir. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Et maintenant, nous avons le choix, nous pouvons rester bloqués dans la culpabilité et les reproches, ou construire quelque chose de nouveau. Je veux que nous construisions quelque chose de nouveau, a dit Riley immédiatement. Mais maman, je ne sais pas comment être ton fils si je ne m'occupe pas de toi. C'est mon identité depuis une décennie. J'ai pris sa main. Alors nous allons réapprendre ensemble. Une vie où tu es mon fils, mon ami, ma famille, mais pas mon gestionnaire, ni mon protecteur. Juste Riley. Juste Riley, a-t-il répété, s'habituant au mot. Je crois que j'aimerais beaucoup faire la connaissance de cette personne. Moi aussi. Nous sommes restés silencieux un moment, les mains unies, tandis que les malentendus commençaient à se dissiper. Riley a sorti une enveloppe de sa poche de veste. C'est arrivé hier par courrier recommandé, de la part de l'avocat de la succession de papa. Je l'ai prise avec perplexité. Je ne comprends pas, ai-je dit. La succession de ton père a été réglée il y a 10 ans. Ouvre-la. C'est ce que j'ai fait. Chère Madame Williams, concernant le fonds fiduciaire établi par Michael Williams le 15 mars 2014, soit 6 mois avant son décès.
En tant qu'exécuteur testamentaire, je suis tenu de vous informer de son existence à l'approche de son 10e anniversaire. Le fonds contient des actifs d'une valeur initiale de 500 000 $, aujourd'hui évalués à environ 680 000 $ après plus-value. Cependant, l'accès à ces fonds est soumis aux conditions suivantes. 1. Vous ne pouvez pas toucher au capital avant l'âge de 60 ans. 2. Les fonds ne sont accessibles que si vous restez célibataire. 3. L'accès peut être révoqué si vous prenez des décisions financières jugées irresponsables. 4. Riley Williams est nommé fiduciaire avec les pleins pouvoirs discrétionnaires sur la distribution des fonds. Compte tenu de votre indépendance financière actuelle et de votre récente réussite, vous souhaiterez peut-être renoncer à cet héritage. Veuillez contacter notre étude pour discuter de vos options. J'ai lu le document à 2 reprises, les mains tremblantes. Michael avait établi un fonds à mon attention assorti de conditions, de contrôle, de restrictions, et il avait placé notre fils en tant que surveillant. Même par-delà la mort, il cherchait encore à me contrôler. Tu savais pour ça, ai-je demandé à Riley d'une voix mal assurée. Non, je te le jure, maman, je n'en avais aucune idée. Il semblait effondré. Quand je l'ai vu hier, j'ai eu la nausée. Papa a littéralement mis en place un système pour te contrôler après sa mort, et il a fait de moi son exécuteur sans même me demander mon avis. J'ai reposé la lettre. Il pensait que j'avais besoin d'être encadré. Il avait tort. Oui, il avait tort. Riley s'est penché en avant. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai réfléchi. Près de 700 000 $, ce n'était pas rien. Pour la plupart des gens, cela changeait une vie. Mais je n'en avais pas besoin, et l'accepter aurait signifié valider les conditions de Michael, ses préjugés et son manque de respect pour mon indépendance. Je refuse, ai-je dit. Je refuse tout. Riley a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Alors j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Laisse-moi transférer cet argent dans un fonds inconditionnel pour ma fille. Sans condition, sans restriction, sans exigence. Juste par amour et avec la confiance qu'elle fera les bons choix. Ma gorge s'est serrée. Tu sais qu'Amber est enceinte? Il a souri, de ce sourire sincère que je ne lui avais pas vu depuis des semaines. Nous l'avons appris il y a 3 jours. Elle en est à 8 semaines. Nous ne l'avons dit à personne d'autre, mais je voulais que tu sois la première au courant. C'est une fille, maman. Nous allons avoir une fille. Des larmes de joie ont coulé sur mes joues. Riley, c'est merveilleux. Alors, tu me laisses faire cela? Transformer l'héritage contraignant de papa en quelque chose de beau pour la génération suivante? Oui, ai-je chuchoté. Je pense que c'est parfait. Il a contourné la table et m'a serré dans ses bras. Nous sommes restés ainsi, enlacés au cœur de mon Pentouse inondé de soleil, pleurant la tristesse du passé et célébrant les promesses de l'avenir, unis au sein de cette famille que nous réapprenions à former. 2 semaines plus tard, alors que je préparais mon intervention pour le sommet sur le leadership féminin, Patricia m'a appelé. Charlotte, j'ai un service à vous demander, un très grand service. Quel genre de service? J'aimerais prendre la parole à vos côtés lors du sommet. Je me suis assise. Patricia, les interventions sont déjà programmées. Pas en tant que conférencière principale, mais au sein de votre présentation. Elle a pris une inspiration. Je veux raconter mon histoire avec Parker Industries, parler de la dissimulation de mes capacités pendant 30 ans, et des mauvaises leçons que j'ai enseignées à ma fille. Je veux que les gens sachent. C'est un témoignage extrêmement personnel à livrer en public. Je sais. Mais Charlotte, j'ai regardé votre discours au prix d'excellence une 12aine de fois. Vous avez parlé du mal que nous nous faisons lorsque nous choisissons l'invisibilité. J'ai été invisible pendant 6 décennies. Je crois qu'il est temps que l'on me voie, moi aussi. Le sommet s'est tenu au centre de congrès de la ville devant plus de 500 femmes. Ma présentation s'intitulait « Le coût de l'effacement, réussite professionnelle et authenticité personnelle ». Au milieu de mon exposé, j'ai invité Patricia à me rejoindre sur scène. Un murmure a parcouru l'assistance en voyant s'avancer Patricia Parker, d'ordinaire connue pour ses activités mondaines, vêtue d'un simple costume noir, dépouillée de ses apparats habituels. « Je m'appelle Patricia Parker », a-t-elle commencé d'une voix légèrement tremblante. Et pendant 62 ans, j'ai été une lâche. Un silence de plomb s'est installé dans la salle. J'avais un diplôme de commerce de Cornell.
J'ai travaillé au sein de l'entreprise familiale pendant 10 ans. J'ai conçu des gammes de produits qui ont généré des millions de dollars. À la mort de mon père, j'ai pensé que je serais nommée directrice. Elle s'est interrompue pour rassembler ses forces. Au lieu de cela, c'est mon frère cadet qui a obtenu le poste. Non pas parce qu'il était plus qualifié et il ne l'était pas, mais parce que c'était un homme. J'ai essayé de l'aider, de le guider. Il m'a qualifié d'hystérique et d'émotive, affirmant au conseil d'administration que je ne comprenais rien aux affaires. J'ai vu des femmes acquiescer dans la salle, se reconnaissant dans ses propos. En l'espace de 5 ans, mon frère a mené à la faillite une entreprise familiale qui prospérait depuis 3 générations, et je n'ai rien dit. J'ai épousé un homme riche, j'ai eu une fille et j'ai passé 30 ans à lui enseigner que plaire aux autres était plus important que d'être compétente. Patricia a regardé vers le 3e rang. J'ai suivi son regard et aperçu Amber, des larmes coulant sur son visage. J'ai appris à ma fille à se faire petite, à dissimuler son intelligence pour ne pas menacer les hommes, à privilégier l'apparence aux capacités. Et quand j'ai vu Charlotte Williams doing the something, feindre d'avoir besoin d'aide, j'ai pensé qu'elle était habile, qu'elle jouait le jeu comme je l'avais fait. En fin de compte, Charlotte a cessé de faire semblant. Elle a assumé sa force, et je l'ai détestée pour cela, car elle prouvait que toute ma philosophie de vie était erronée. Que les femmes n'ont pas à choisir entre la réussite et l'amour. La voix de Patricia s'est brisée. J'ai gâché tant d'années à être moins que ce que j'étais, et à apprendre à ma fille à faire de même. Je ne peux pas rattraper le passé, mais je peux changer ce que je fais des années qu'il me reste. Elle s'est tournée vers moi. Charlotte m'a prouvé qu'il n'est pas trop tard pour sortir de l'ombre et assumer sa vérité. J'ai 62 ans, et je commence seulement à découvrir qui je suis. Les applaudissements ont débuté timidement, avant que la salle entière ne se lève pour l'ovationner. Après la conférence, une vingtaine de femmes ont attendu pour échanger avec Patricia. Non pas pour parler de son mari ou de son statut social, mais pour saluer sa sincérité, son courage. Je l'ai regardée discuter avec chacune d'elles, attentive et impliquée, voyant une femme renaître après des décennies de silence. Au 6e mois de grossesse d'Amber, j'ai organisé une fête prénatale dans mon Penthouse. Ce n'était pas la réception convenue que l'on voit d'ordinaire sur les réseaux sociaux, sans jeux enfantins ou animations stéréotypées. J'avais convié une trentaine de femmes, des amis d'Amber, des collègues de Riley, des partenaires professionnels et Patricia. 3 générations de femmes réunies autour de la maternité et de l'accomplissement personnel. L'élément central était un tableau des sagesses, où chaque invité pouvait inscrire un conseil pour la future maman. La plupart des mots étaient classiques, dors quand le bébé dort, fais-toi confiance, ça devient plus facile. Mais certains messages étaient plus profonds. De la docteure Sarah Mitchell, on peut être une excellente mère et une grande professionnelle. Ne laisse personne te dire le contraire. De Patricia, ta fille te regarde. Montre-lui ce qu'est une femme forte. De Margaret, l'épouse de James, rappelle-toi que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est indispensable. Quand mon tour est venu, j'ai écrit « Ne t'oublie pas dans la maternité ». Aime ton enfant de toutes tes forces, mais rappelle-toi que tu incarnes pour elle ce que signifie être une femme libre. Plus tard, alors que les invités échangeaient et qu'Amber déballait les présents, elle m'a prise à part. Charlotte, j'aimerais te demander quelque chose. Je t'écoute. Serais-tu d'accord pour être présente en salle d'accouchement? Riley le souhaite, et moi aussi. Elle a posé sa main sur son ventre arrondi. Ma mère est merveilleuse, mais elle passera tout son temps à s'inquiéter des convenances ou de la propreté de la chambre d'hôpital. J'ai besoin de quelqu'un de solide, de vraiment présent. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce serait un honneur. Et après, a poursuivi Amber, m'aideras-tu? Non pas financièrement, mais à être une bonne mère sans m'oublier en chemin. À une condition, ai-je répondu. Laquelle? Tu m'appelles Mamie Charlotte. Pas Madame Williams, ni Charlotte. Je vais être grand-mère et je veux l'être pleinement. Amber m'a serré chaleureusement dans ses bras. Mamie Charlotte, j'adore. 3 semaines avant le terme, Amber a perdu les os. Riley m'a appelé à 2 heures du matin, la voix tendue par une panique contenue. Maman, c'est le moment. Nous sommes à l'hôpital merci, chambre 347. Peux-tu venir? J'arrive. J'ai enfilé des vêtements à la hâte et conduit dans les rues désertes, le cœur battant. À mon arrivée, Amber était en plein travail,
Riley était désemparée et Patricia tournait en rond nerveusement dans un coin de la pièce. « Madame Williams, m'a dit l'infirmière, le docteur Williams est. Peut-être devriez-vous lui parler. » J'ai trouvé Riley dans le couloir, au bord de l'hyperventilation. « Je n'y arriverai pas, a-t-il soufflé. Maman, et s'il se passe quelque chose de grave? Si je les perds toutes les deux? Comme papa. Si soudain, et je ne contrôle rien. » Je lui ai pris le visage entre les mains, le forçant à me regarder. Riley. Regarde-moi. Ses yeux étaient éperdus de peur. La mort de ton père a été un drame, un terrible accident causé par la colère et le verglas. Ici, c'est différent. Amber est forte. Les médecins sont formidables, et tu dois faire confiance au personnel médical. Comment peux-tu être si calme? Parce que j'ai appris que le contrôle total n'est qu'une illusion. La seule chose que nous pouvons maîtriser, c'est la façon dont nous nous tenons debout pour ceux que nous aimons. J'ai serré ses épaules. Alors pour l'instant, tu devais être le mari d'Amber, pas son médecin, pas l'homme qui essaie de tout diriger. Sois juste l'homme qu'il aime et lui tient la main. Il a pris une inspiration. Et si je n'y arrive pas? Tu y arriveras, car je t'ai appris à être courageux même quand tu as peur. Maintenant, va. Riley est rentré dans la chambre. Je l'ai suivi, m'installant dans un fauteuil tandis que Patricia triturait ses perles. Les 6 heures suivantes se sont déroulées au rythme des contractions et des encouragements. Vers 7 heures du matin, l'obstétricien a pris un air grave. Le rythme cardiaque du bébé ralentit. Nous devons préparer une césarienne d'urgence. Tout s'est accéléré. Riley, équipé d'une blouse et d'un masque, a été autorisé à accompagner Amber au bloc. Patricia et moi sommes restés dans la salle d'attente, retenant notre souffle. Patricia m'a serré la main. « Je ne veux pas la perdre », a-t-elle murmuré. « Je ne veux pas perdre ma fille. »« Tout ira bien », ai-je dit avec toute l'assurance que je pouvais rassembler. « Amber est forte, comme vous le lui avez appris. » Je ne lui ai pas appris à être forte. Je lui ai appris à s'effacer. Alors elle a trouvé cette force ailleurs. Peut-être en vous voyant enfin vous affirmer. Nous sommes restés assises là, côte à côte, deux mères attendant de devenir grand-mères, espérant avoir suffisamment armé nos enfants pour surmonter cette épreuve. 45 minutes plus tard, Riley est apparu dans l'encadrement de la porte, encore en tenue stérile, les larmes aux yeux. « C'est une fille », a-t-il dit. Charlotte Michael Williams. 3,2 kilos. Elles se portent à merveille toutes les deux. J'ai tenu ma petite fille dans mes bras pour la première fois en salle de réveil, auprès d'une Amber épuisée mais rayonnante, sous le regard protecteur de Riley. La petite Charlie, comme il l'appelait déjà, avait les cheveux bruns de Riley et le nez d'Amber. Mais quand elle a ouvert les yeux pour me regarder, j'y ai lu une sagesse ancienne, comme si elle pressentait déjà les enseignements que nous apprenions encore. « Bonjour mon petit ange », ai-je chuchoté. « Je suis ta mamie Charlotte, et je te fais une promesse aujourd'hui, je ne me ferai jamais petite devant toi. Jamais. Parce que tu as besoin de voir à quoi ressemble une femme debout. » Riley s'est approché de moi. « Maman, nous avons discuté avec Amber de la façon dont nous voulions élever Charlie. Nous voulons faire les choses différemment de la façon dont nous avons été élevés. Pas de stéréotypes. Pas d'injonction à s'effacer pour préserver le confort des autres. Pas d'obligation de choisir entre l'intelligence et l'amour. Nous voulons qu'elle grandisse entourée de modèles qui lui montrent tout le champ des possibles, a ajouté doucement Amber. Et Charlotte, tu es la femme la plus forte que nous connaissions. Ma gorge s'est serrée. Cela me touche profondément. Il y a autre chose, a dit Riley. Nous aimerions que tu t'impliques activement auprès d'elle. Pas sur le plan financier, nous nous en sortons à présent. Mais nous voulons que Charlie te voie diriger ton cabinet, donner des conférences, être pleinement toi-même. Plus besoin de te cacher, a dit Amber. Pour aucun de nous. J'ai contemplé ce petit être blotti contre moi. Plus besoin de me cacher, ai-je acquiescé. Le baptême s'est déroulé dans le jardin suspendu de l'immeuble du Penthouse, que j'avais réservé pour l'occasion, décoré de fleurs blanches. Charlie, âgé de 6 mois et montrant déjà le tempérament déterminé de son père, portait la robe de baptême familiale qui se transmettait depuis 3 générations. La cérémonie était intime, réunissant la famille et les amis proches. Mais quand l'officiant a demandé qui seraient les parrains et marraines, la réponse de Riley m'a bouleversé,
Charlotte Williams et James Preston. Je me suis tenu aux côtés de James devant l'autel, cet homme qui avait cru en moi quand j'en étais incapable, et j'ai promis de guider cette petite fille avec bienveillance et sagesse. En tenant Charlie pendant la bénédiction, j'ai parcouru du regard l'assemblée, Riley et Amber fatigués mais heureux, Patricia et David se tenant par la main comme s'ils réapprenaient à s'aimer, la docteure Sarah Mitchell et sa fille, James et Margaret, et nos partenaires devenus des amis. Une communauté unie non par l'obligation ou le faux-semblant, mais par la vérité. Ce soir-là, alors que les invités étaient partis, Riley m'a rejointe sur la terrasse alors que le soleil couchant teintait la ville de reflets dorés. « Merci », a-t-il dit en s'asseyant près de moi. « Pourquoi ? Pour ne pas nous avoir abandonnés. Pour ne pas m'avoir abandonné. Quand je me comportais de manière insensée, tu aurais pu partir, faire ta vie de ton côté et nous laisser derrière toi. Tu es mon fils, ai-je répondu simplement. Je ne t'abandonnerai jamais. Même quand je le méritais ? Surtout dans ces moments-là. J'ai souri. Même si je dois avouer que j'ai parfois été tenté. Il a ri, puis a repris son sérieux. Je pense beaucoup à papa ces derniers temps, à ses erreurs. Et j'ai réalisé une chose. Laquelle ? Il t'aimait, j'en suis convaincu. Mais il ne savait pas aimer quelqu'un qu'il ne contrôlait pas. Et j'allais suivre le même chemin, mais tu as changé de trajectoire, ai-je souligné. C'est ce qui importe. Parce que tu m'as montré la voie. Tu m'as appris que le véritable amour consiste à respecter l'autonomie de l'autre, à faire confiance à ses compétences, à soutenir son évolution, même si cela signifie qu'il n'a plus besoin de toi de la façon dont tu l'imaginais. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Celle-ci va aller dans l'album de Charlie. C'était un cliché pris plus tôt dans la journée, me montrant tenant Charlie pendant le baptême, le regard à la fois déterminé et tendre. La légende indiquait, Mamie Charlotte montrant à Charlie à quoi ressemble la force. 8 mois après la naissance de Charlie, j'étais assise dans une salle de cinéma obscure pour visionner le documentaire, Celle qui s'affirme, l'histoire de Charlotte Williams. Le film était en préparation depuis 6 mois. La réalisatrice, une jeune femme nommée Maya Chen, avait interrogé tout le monde, Riley, Amber, Patricia, James, des clients et des collègues. Elle avait même retrouvé d'anciens collaborateurs de mes débuts, se souvenant d'une jeune comptable talentueuse qui semblait toujours se retenir. À présent, 200 personnes remplissaient la salle pour l'avant-première, la famille, des proches, des journalistes et des femmes qui m'avaient contacté après mon discours au prix d'excellence. Le film s'ouvrait sur des images récentes, moi dans mon bureau discutant stratégie avec des clients, prenant la parole lors de conférences, accompagnant de jeunes femmes au début de leur parcours professionnel, assumant pleinement et sans détour qui j'étais. Puis venait l'interview de Riley. À l'écran, mon fils regardait la caméra et déclarait « J'étais tellement occupé à vouloir être l'homme dont ma mère avait besoin que je n'ai jamais vu la femme qu'elle était réellement. Mon père m'a appris que protéger les femmes signifiait les contrôler. Ma mère m'a prouvé que les aimer signifie les laisser libres. Puis venait Amber, Charlotte m'a prouvé que la maternité n'exige pas de s'immoler. Je peux être une excellente mère et une personne accomplie. Ce n'est pas incompatible. » Le témoignage de Patricia était le plus marquant. Elle parlait de Parker Industries, de ses décennies passées à s'effacer, et des principes erronés qu'elle avait transmis à sa fille. Le courage qu'a eu Charlotte d'arrêter de se faire petite m'a autorisé à m'affirmer à mon tour, disait-elle d'une voix posée. À 62 ans, je pensais que ma vie était derrière moi. En réalité, elle commence tout juste. Le film montrait son parcours, elle avait repris des études de commerce et conseillait désormais des startups créées par des femmes, retrouvant sa voix après 60 ans de silence. Puis venait mon propre entretien, filmé dans mon Penthouse avec la ville en arrière-plan. Ce n'est pas une histoire de vengeance, disais-je face caméra. C'est une histoire de renaissance. Pour chaque femme qui s'est effacée, qui a étouffé ses talents, il n'est pas trop tard. On peut s'affirmer à tout âge. J'en suis la preuve. Le documentaire s'achevait sur des images du premier anniversaire de Charlie. On m'y voyait au sol avec elle, l'aidant à déchirer ses papiers cadeaux, toutes deux riant aux éclats, sous le regard aimant de Riley et l'objectif d'Amber. Le dernier plan se resserrait sur le visage de Charlie, ses yeux pétillants de curiosité. La voix off concluait, Charlotte Williams a passé 55 ans à se préparer à la réussite et 10 ans à la dissimuler. Aujourd'hui, elle prouve à la nouvelle génération que les femmes n'ont pas à choisir. Nous pouvons être fortes et aimantes, professionnelles et maternelles, accomplies et authentiques.
Nous pouvons être tout cela à la fois. La lumière s'est rallumée. La salle entière s'est levée pour applaudir. Riley s'est approché de la scène où je me tenais avec Maya pour la session de questions-réponses. Je sais que ce n'était pas prévu, a-t-il dit dans le micro. Le public s'est rassis pour l'écouter. En regardant ce film, j'ai vu toutes les manières dont j'ai manqué de discernement envers ma mère, mais j'ai aussi vu comment elle s'est oubliée elle-même. Maman, tu t'es effacée pour moi, mais tu l'as fait aussi pour la mémoire de papa, pour cette idée qu'être une bonne mère exigeait de s'effacer. Et je tiens à dire publiquement devant vous tous que tu te trompais. Il s'est tourné vers moi. Être une bonne mère signifiait m'apprendre que les femmes sont des êtres humains complets, qu'elles peuvent être brillantes, réussir et demeurer aimantes. Tu m'as fait ce cadeau avec quelques décennies de retard. Mais ma fille, elle, le reçoit dès le premier jour. Charlie va grandir en voyant sa mamie Charlotte diriger une entreprise, donner des conférences, négocier des contrats de plusieurs millions et lui lire des histoires le soir. Elle saura que les femmes n'ont pas à choisir entre la force et l'amour. Elle s'approprie les deux. Il a sorti un petit écrin de sa poche. Maman, c'était la bague de grand-mère, ta mère. Je l'ai trouvée dans les affaires de papa. Je pense qu'il l'avait gardée pour te la donner un jour, mais avec des conditions sur la façon dont tu devais te comporter ou ce que tu devais faire. Je te la donne aujourd'hui sans aucune condition, avec tout mon amour et mon respect pour celle que tu es. Il a glissé l'anneau d'or orné d'un petit diamant à ma main droite. Pas à l'annulaire gauche, mais à la main droite, celle que j'utilisais pour signer les contrats, saluer les clients et bâtir la vie que j'avais choisie. Ce n'est pas une alliance, ni une promesse, a-t-il dit. C'est une affirmation, le symbole que tu es aimé pour ce que tu es, et non pour ce que l'on voudrait que tu sois. Je ne pouvais plus parler, à peine respirer. J'ai simplement serré mon fils dans mes bras sous les yeux émus de l'assistance. Le cabinet de conseil Williams & Preston s'était agrandi pour occuper 3 étages. Nous employions désormais 40 personnes, comptions 60 clients d'envergure et faisions l'objet d'articles dans Forbes, Bloomberg et le Wall Street Journal. Ce soir-là, je me tenais devant les fenêtres de mon Penthouse, un verre de vin à la main, contemplant les lumières de la ville. Ma ville, l'endroit où j'avais passé 30 ans à être performante dans l'ombre et 10 ans à être invisible par choix. Cette époque était révolue. Demain, je devais prononcer un discours lors d'une conférence de femmes d'affaires. La semaine suivante, j'avais des rendez-vous de conseil auprès de 2 grandes entreprises du Fortune 500. Le mois prochain, le magazine des anciens élèves de la Harvard Business School publierait mon portrait. Et à travers tout cela, je serais mamie Charlotte pour une petite fille qui grandirait sans jamais douter que l'on peut être forte, accomplie, aimante et authentique à la fois. Mon téléphone a sonné. Riley. Maman, je sais qu'il est tard, mais Amber et moi discutions. Nous voulions te demander quelque chose. Je vous écoute. Seras-tu d'accord pour t'occuper principalement de Charlie quand Amber reprendra le travail à plein temps? Nous te paierons, bien sûr. J'ai ri. Riley, tu n'as pas besoin de me payer pour passer du temps avec ma petite fille. Je sais, mais nous ne voulions pas faire de suppositions. Oui, ai-je coupé? Oui, j'aimerais beaucoup. Mais Riley. Oui. Je ne vais pas feindre d'être une autre personne pour Charlie que celle que je suis dans ma vie professionnelle. Elle va me voir travailler, négocier, diriger. Elle va assister à des visioconférences et me regarder donner des présentations. Elle va grandir en sachant que sa mamie est pleinement elle-même, toujours. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon journal, celui que je tenais depuis ma première nuit au Somerset. J'y ai écrit, il y a 2 ans, on me demandait de quitter la maison de mon fils. Il y a 2 ans, on me suggérait un poste d'animation dans une résidence pour seniors. Il y a 2 ans, j'étais invisible. Aujourd'hui, je dirige un cabinet de 40 employés. Je suis la marraine et le repère de ma petite fille. J'enseigne à une génération de femmes que la force et l'amour coexistent. Je suis lié à des femmes qui me rejetaient autrefois pour mes compétences. Mais surtout, mon fils me voit tel que je suis, ma belle-fille me respecte, et ma petite fille grandira avec un modèle qui ne s'efface jamais. J'ai gâché 10 ans à être invisible. J'ai passé 55 ans à me préparer à être reconnu. Et maintenant, je vis enfin en accord avec moi-même. La véritable Charlotte Williams ne se cache plus. Elle se tient debout dans la lumière, et elle apprend à ceux qui l'entourent à faire de même. C'est à cela que ressemble une renaissance.
J'ai refermé le journal et levé mon verre vers mon reflet dans la vitre. À la visibilité, ai-je chuchoté. Enfin, pleinement et sans excuse. Les lumières de la ville scintillaient, quelque part dans cette étendue immense, des femmes découvraient mon histoire. Et peut-être, elles aussi, commençaient à s'avancer vers la lumière. Une à une, nous devenions visibles, et le monde était enfin prêt à nous accueillir.